Ok, ok, parfait. Très bien. Euh, attendez, je reprends un petit peu, voilà. Donc, oui, je vais peut-être revenir sur le premier slide. En fait, c'est la question centrale qui va nous occuper pendant une bonne partie de la soirée, finalement. C'est comment est-ce qu'on habite le monde fluctuant? Puisque c'est au centre de la question de la robustesse, c'est ce monde fluctuant dont je vais vous parler. Et donc, on va regarder un petit peu ensemble comment faire pour habiter ce monde qui est en train de changer à très, très grande vitesse. Dans un premier temps, quel est un petit peu le menu de la soirée? Euh, D'abord, rendre à César ce qui appartient à César, donc dire quelques mots sur Olivier Amand. Je ne sais pas parmi vous qui le connaît, qui ne le connaît pas, on en reparlera, mais en tout cas, vous dire un petit peu qui est la source de ce concept. Puis on aura un premier bloc sur la performance en question, et j'ai envie de dire comment questionner la performance et pourquoi questionner la performance. Euh, Parce qu'on est dans une société aujourd'hui où on ne questionne plus la performance, et c'est un des problèmes qui fait qu'on en est là aujourd'hui. Donc, il y aura un parti de contextualisation du problème. On parlera un petit peu des limites planétaires. Et puis, on viendra sur cette question centrale d'habiter le monde fluctuant. Et puis, il y aura une deuxième partie où je vais introduire le concept de robustesse, le définir, hein, savoir de quoi on parle finalement. La sémantique est assez importante dans ce domaine-là. Euh, et puis faire le lien entre la robustesse et ce que Olivier Hamon appelle la santé commune, qui est au cœur, qui est vraiment au cœur de nos préoccupations lorsqu'on traite de la robustesse du vivant. Et dans une dernière partie, troisième partie, ce sera la partie la plus en lien avec le coaching, c'est voir, tiens, comment est-ce qu'on peut finalement accompagner ce basculement, certains basculements civilisationnels, de la performance vers la robustesse, créer un rééquilibrage entre les deux. Donc là, je vous proposerai l'un ou l'autre exercice et puis je parlerai des différentes stratégies que le vivant a mis en place pour être robuste finalement et pour résister aux fluctuations. Et puis on terminera par un petit moment de déclusion tous ensemble. Voilà. Est-ce qu'au niveau du programme, ça vous convient? Vous voyez déjà un peu où je veux en venir, à quelle sauce vous allez être mangé? Enfin, je remets un petit peu voilà, mon écran. Alors, ben on va commencer par une inclusion. Alors, comme vous êtes nombreux et que tous les noms sont déjà connus et qu'on ne va pas non plus passer trop de temps, je vais vous proposer un petit sondage pour cette inclusion. Et donc, vous allez voir apparaître trois questions et il vous est demandé de répondre assez rapidement à la question. Et comme ça va déjà nous permettre de savoir un petit peu qui c'est quoi. Voilà, parce que il ne veut pas. Voilà, voilà. Logiquement, vous devriez voir apparaître trois réponses possibles à la question. Et donc, on va vous laisser une minute ou deux pour répondre. Voilà, je vois qu'il y a déjà 23 pour 23 personnes. OK. Je pense que tout le monde a à peu près répondu. Attends encore un petit peu. Oui. OK. Ah. C'est anonyme, hein, les réponses. Oui, oui. Donc voilà, il y a une vingtaine de pourcents qui connaît bien le concept et les travaux d'Olivier. Super. Il y a, disons, deux tiers, là, 60% d'entre vous qui avaient déjà entendu parler d'Olivier et ou du concept de robustesse. Et puis, notre 20%, les 18% qui n'a encore rien lu ni entendu. Donc, on a déjà une certaine diversité, une certaine hétérogénéité. Donc, c'est intéressant hein, dans les sous-groupes. J'espère que vous serez entre ceux qui connaissent mieux, ceux qui connaissent moins bien. Donc, bienvenue à ça. Et voilà l'inclusion qui est faite. Je vous remercie d'avoir participé à ce sondage et on va continuer.
On va continuer. Faut dire En quoi? vous parlant un petit peu de qui est Olivier Amand, donc certainement pour les 18% qui ne le connaissent pas, donc c'est un biologiste français. C'est un de vos compatriotes, hein, il réside à Lyon, même si je pense il est auvergnat au départ, hein, je ne suis pas complètement sûr. C'est le directeur de l'Institut Michel Serres, hein, donc certains d'entre vous connaissent, qui est à l'origine du nouveau contrat social avec la nature. Il est aussi chercheur au laboratoire des plantes à l'École normale supérieure de Lyon et chercheur pour l'INRAE, donc qui est l'Institut national de recherche pour l'agriculture, l'alimentation et l'environnement. Et il est bien sûr l'auteur de plusieurs ouvrages, dont le plus connu, je pense, un des plus connus, c'est La troisième voie du vivant. Hein, c'est cette voie entre les scénarios business as usual tels qu'on on les connaît, où on ne change rien et on fait toujours plus de la même chose, et puis des scénarios de décroissance subie ou d'effondrement dans lesquels finalement il n'y a pas beaucoup d'espoir. Et la troisième voie du vivant, ben, c'est cette voie de la robustesse qui est une espèce de voie du milieu, une voie large euh, qui a été empruntée depuis déjà la nuit des temps par quasi l'intégralité des organismes vivants, à l'exception des humains et de quelques parasites. Et pour les autres, ils sont dans un autre paradigme. Donc voilà. Si vous voulez lire un livre rapidement et pour avoir une bonne idée de ce concept, ben, je vous conseille le tract ici. Donc c'est l'antidote au culte de la performance. C'est un tract d'une soixantaine de pages qui résume vraiment la quintessence de la pensée et des travaux d'Olivier, qui est accessible pour 3,90 € dans toutes les bonnes librairies et avec lequel vous aurez l'essentiel du sujet hein, que vous pourrez lire en l'espace d'une après-midi. Et sinon, pour les autres, il y a des livres qui vont plus en profondeur sur l'une ou l'autre des stratégies, comme la stratégie d'incohérence. Et il y a aussi un manifeste sur la santé commune qu'il a écrit avec d'autres auteurs, qui est bien intéressant. Vous avez également un site qui s'appelle larobustesse.org, dont le lien est ici au-dessus. Vous le retrouverez dans les slides lorsque vous les enverrez, sur lequel vous trouvez tout un tas d'informations, de conférences, de matériel didactique en Creative Commons, donc accessible, qui vous permettent d'aller plus loin, d'intégrer éventuellement des outils dans vos propres pratiques d'accompagnement. Alors, ce n'est pas spécifique pour les coachs, mais il y a pas mal d'outils qui peuvent être utiles. Il y a plein de podcasts. Je vous en ai mis un ici que je trouve vraiment intéressant. C'est Un monde s'effondre, un autre est déjà là. C'est un podcast qui est réalisé par Vince Kante, qui est un vidéaste belge, donc sur le podcast Limite. Donc ça vaut la peine de le regarder si vous n'en regardez qu'un. Et puis il y a bien sûr toute la documentation sur l'Institut Michel Serres sur la robustesse. Vous pouvez aussi trouver beaucoup d'informations sur la robustesse et de bonnes sources, puisque c'est l'institut dont Olivier est directeur. Et nous, par ailleurs, à l'école des professionnels de la relation, le PR et Via Vectis, qui est le cabinet avec lequel je travaille, on a développé une fresque de la robustesse, qui est une sorte d'animation qu'on organise sur une journée pour permettre de rentrer dans le sujet, d'être sensibilisé au concept et de déjà mettre le pied à l'étrier pour commencer à voir comment, dans une organisation ou dans un accompagnement, on peut transposer ces stratégies du vivant dans des organisations humaines. Voilà, donc là, vous avez les liens aussi qui vous permettent d'en savoir plus. Ça va jusque-là? Vous êtes toujours avec moi? Tout va bien? C'est clair? OK. Eh bien, un petit échange que je vais vous proposer. Donc maintenant, vous allez partir d'ici une minute. C'est Hélène qui va régler ça en binôme hein, pendant 5 minutes. Hein. Et durant ces 5 minutes, ben, vous aurez une minute de trip. Alors le trip, pour ceux qui n'auraient pas fait, c'est un temps de réflexion individuelle préalable. Hein. Donc une minute de réflexion pour vous-même. Et puis 2 fois 2 minutes pour répondre, finalement compléter cette phrase. Pour moi, donc pour vous, la performance c'est. Et c'est un échange que vous avez comme ça pendant 2 fois 2 minutes avec votre binôme sur qu'est-ce que représente pour vous cette notion de performance. Ça va? Voilà, je vous laisse partir et on se retrouve dans Alors, attends, 4 attends, parce minutes. que je n'ai pas créé mes sols et j'arrive plus à les créer. Eh Je bien, suis bloquée. pendant que Hélène crée les salles, si vous avez l'une ou l'autre question déjà sur ce qui a été dit ou besoin de clarification, j'y répondrai volontiers. Vous pouvez ouvrir votre micro et on va faire ça. Et Ok. puis sinon. On est 33 par 4, tu as dit. Non, en Non, par binôme, deux, hein, là. par deux. Par 2, ça fait combien? Ça fait 15, ouais. Il y aura un groupe de trois, mais c'est OK, hein. Oui, non, non, mais je vais faire 15 salles du coup, hein. 15 salles.
Parce que finalement, pendant que tu prépares ça, je peux dire que c'est le premier pas quand on rentre dans la robustesse, c'est de se questionner sur notre propre rapport à la performance. Et je peux dire que dans les clients que moi j'accompagne, c'est quand même un vrai sujet. La question de la performance, soit de l'être plus, de l'être encore plus, de l'être toujours plus, soit de vouloir parfois en sortir parce que ça crée évidemment des dommages collatéraux, quoi, à un certain Il niveau. y a une main levée, Bernard. Oui, Philippe, Oui, ben, je me permettais effectivement, durant, enfin, en attendant que les salles soient créées, alors Elles je sont voulais pas créées. paraître pompeux, mais je trouvais que le livre en fait qui a été écrit aussi avec Olivier Charbonnier et Sandra Andlart en fait sur l'entreprise robuste, c'était vraiment un ouvrage qui était vraiment très très chouette de voir oui, comment ce concept de robustesse, voilà, pouvait être en résonance avec le monde de l'entreprise. tout à fait. Mais C'est vrai que j'en parle dans l'article, mais je ne l'ai pas ajouté ici. C'est une bonne remarque, Philippe. Je l'ajouterai dans la prochaine édition. je vais ouvrir les salles, Oui, hein. vas-y. Voilà. Donc, logiquement, vous avez reçu une invite? Non? Oui, ça y est, ça part. C'est bon. Hélène, j'ai décliné l'invite parce que je suis vraiment pas dans les conditions pour Je sais, Marie, échanger. je sais, mais Merci. Je t'en merci, prie. je t'en prie. Ouais, mais du coup, je surveille parce que peut-être que ça va laisser une Oui, personne voilà, il seule. risque d'avoir une personne seule que tu peux basculer ou en tout cas établir. Voilà. Merci, Hélène. Je t'en prie, Rachel. Euh, écoute, alors. Ah si, il y a Gaëlle qui est toute seule. Ouais, non, je suis dans les mêmes conditions qui ne permettent pas de me mettre en Ah, sous-groupe. Je ouais, fais trois choses en même temps, donc d'accord, je, ok, je veux pas très mettre bien. les gens dans des conditions désagréables. Voilà, je C'est, reste c'est- connectée. Merci, merci Gaëlle, merci. Pas de souci. Bon, a priori, ça marche. Je suis désolée, j'étais C'est très bien. j'étais coincée sur l'écran de Time, tu vois, mais il fallait que je recrée mes salles. Pas de souci. Est-ce que tu as mis un timer ou pas? Auquel cas? J'ai mis 5 minutes Parfait, parfait. alors j'espère que ça marche parce que ça, je le vois pas. Et du coup, j'ai pas vu, on est parti à quelle heure là Oui, mais je vois que le timer s'affiche, c'est bon. Et de toute façon, il va donner un signal au moment où il arrive au bout. Pas de problème. C'est ça. Bon, ben, on a déjà pris un peu de, un peu de retard, évidemment, mais c'est pas grave, hein, on va y arriver. Oui, si on voit pas tout, on Voilà. voit pas tout, c'est pas grave. Oui, c'est ça. C'est vrai que j'ai oublié quand je t'ai présenté le beau lien que tu as fait dans l'article entre coaching et robustesse. C'était majeur, mais tu l'as dit après, c'est super. Problème. Ça va? Oui, oui, je reste concentré. Est-ce que mon stress peut-être ne transparaît pas? Des fois, il transparaît, des fois pas. Euh, alors, Ah oui, je on a vois. 15 minutes. Le timer, il s'affiche là en haut. Ouais. Je me souviens plus de la question, mais c'est pas grave. Ben, elle est Ah, à l'écran, je la partage à l'écran. ouais. Bernard. Donc, je vous propose d'avancer euh, avec un premier modèle qui m'est venu, c'est, hein, vous le connaissez, le modèle des zones d'intervention de Lennart, hein, le modèle des 8 zones. Je me suis dit, tiens, si on représentait Mm. un petit peu ces questions et ces enjeux de robustesse dans le modèle des 8 zones, ça pourrait donner quoi? Qui est au centre finalement? Qui est concerné par cette bascule? Ben, c'est la civilisation humaine et en particulier, ce sont nous les Occidentaux, hein, qui sommes quand même dans un rapport à la performance qui est particulier par rapport à, je pense, à des peuples premiers ou à des peuples autochtones. Donc, il y a certainement un travail à faire sur la zone 3, parce que, comme disait Denis Meadows, hein, qui est l'auteur du rapport au Club de Rome, un des auteurs du rapport au Club de Rome, il disait, ce sont nos habitudes qui construisent les crises.
Et une de nos habitudes principales dans nos sociétés hyper complexes, hyper connectées aujourd'hui, c'est le contrôle et l'optimisation. En fait, on passe notre temps euh, à optimiser nos trajets, à optimiser toute une série de choses et à contrôler. On est beaucoup dans le contrôle, hein. C'est aussi un vrai sujet dans les accompagnements d'équipes et de personnes. C'est ce besoin de contrôler pour peut-être compenser parfois un déficit de sécurité ontologique. Je n'en sais trop rien, je ne m'avancerai pas trop là-dessus. Mais en tout cas, il est bien là, ce besoin de contrôle. Et si on regarde la zone 4, il y a notre relation au vivant aussi, notre relation à la nature qui est altérée, hein. C'est pour ça que j'ai mis des pointillés. Je me dis finalement, on se rend compte qu'on est peu en lien avec le vivant non humain. On est déjà parfois peu en lien avec les autres humains et parfois peu en lien avec nous-mêmes. Et donc cette relation euh, au vivant, quelque part, elle est altérée, elle est parfois même rompue. Euh, et, et donc là, il y a quelque chose à faire certainement aussi pour nous relier à nouveau au vivant non humain, humain et non humain. Et le problème, en fait, c'est quoi le problème si je regarde la zone 7? Ben, le problème, c'est que nous sommes dans une culture, c'est ce qu'Olivier expliquait bien dans ses livres et ses podcasts, dans une culture de la performance, même plus un culte de la performance. Il parle même de dérive sectaire. Pourquoi? Parce qu'on ne la remet plus en question. C'est quelque chose qui est pris pour acquis. Et je vous invite à vous questionner quand vous allez rentrer dans une organisation, une entreprise pour accompagner une équipe ou un groupe, jusqu'à quel point vous questionnez le le fait de dire, bah, si j'améliore leur performance, leur productivité, c'est positif par défaut, c'est nécessairement bon, hein. Donc c'est là qu'on est. C'est ce problème, cette culture omniprésente qui pose le problème en fait. C'est pas le fait d'être performant à certains moments, parce que le problème c'est que ça crée une addiction. Si je regarde notre rapport aussi à la performance et à l'optimisation, c'est qu'à un moment, à force de tout optimiser, de tout le temps améliorer la productivité, ben, ça devient addictif. Euh, et donc ça devient très compliqué d'en sortir, puisqu'on n'est plus dans quelque chose de rationnel, mais dans une forme d'addiction. Alors que si on regarde le rapport de la nature et du vivant à la performance, parce que le reste du vivant aussi est de temps en temps performant, mais de manière transitoire. C'est la grande différence, c'est que entre nous les vivants non humains, c'est que le vivant s'autorise la performance, mais de façon transitoire. Et la plupart du temps, il est dans la robustesse. Je définirai le terme un peu plus tard. Et ben nous, c'est l'inverse. On est très très souvent, quasi constamment dans la performance, presque jour et nuit, hein. La ville qui ne dort jamais, les saisons qui n'ont plus d'effet sur notre métabolisme, enfin elles en ont un, mais on essaie de les gommer et de travailler de la même manière en hiver qu'en été. Donc il y a tout ça qui est en jeu. Et alors du coup, l'enjeu, c'est quoi? Ben, l'enjeu, c'est dérailler. Parce qu'on est sur des rails, en fait. On est sur des rails du contrôle de l'optimisation. Ce sont des rails, c'est une voie très étroite euh, et dont il faut sortir et d'où nous allons inévitablement sortir parce qu'on va dans un monde qui est de plus en plus fluctuant, dans lequel cette voie, elle est tout simplement sans issue, parce qu'elle est beaucoup trop étroite et elle suppose toute une série de choses qui ne sont plus d'actualité aujourd'hui, mais je reviendrai là-dessus. Donc ça, c'est vraiment l'enjeu, c'est de dérailler de ce culte de la performance. OK? Ça va pour ça? Alors maintenant, un peu de sémantique, hein, parce que ça, quand même, sinon on ne sait pas de quoi on parle. La performance, il y a plusieurs définitions, bien sûr, hein. Si je prends le latin, performare, l'art de bien faire, c'est pas de ça qu'on parle. On prend la définition du contrôleur de gestion, pour qui la performance, c'est la somme de l'efficacité, atteindre son objectif, et de l'efficience, avec le moins de moyens possible. A priori, moi, quand je vois ça, je ne sais pas vous, mais je me dis, bah, c'est plutôt sympa. C'est ce qu'on essaye de faire à peu près tout le temps. Le problème, c'est que ça crée un modèle de croissance économique qui reporte la charge du progrès humain sur les écosystèmes. Et globalement, grosso modo, et c'est pour ça qu'on parle d'un changement civilisationnel, c'est une trajectoire, cette trajectoire de performance qui est suivie par l'humanité depuis grosso modo le début du néolithique, donc depuis à peu près 10 000 ans. Donc, depuis en fait que l'homme est passé du statut de chasseur-cueilleur au statut qui s'est sédentarisé, qu'il a commencé par maîtriser l'agriculture, euh, et puis de fil en aiguille, tous les progrès techniques qu'on a connus et qui, bien sûr, ont permis qu'on vive jusqu'à l'âge qu'on a aujourd'hui et dans des conditions de prospérité et de santé qu'on connaît aujourd'hui globalement, avec des grosses inégalités évidemment dans le monde. Donc, il ne faudrait pas non plus jeter le bébé avec l'eau du bain. Maintenant,
cette performance, elle nous amène dans un monde, et là, j'ai envie de vous laisser deviner le mot qui suit les trois petits points. Vous pouvez le mettre soit dans le chat, soit ouvrir votre micro et le crier. C'est quoi comme monde qu'on voit là sur les photos? Si vous deviez le définir en un mot, c'est que ça vous évoque quoi? Moi, je ne vois pas le chat, donc je demanderai à... Alors oui, j'essaie de voir s'il y a, je vais regarder, je suis désolée, Sinon, vous ouvrez votre micro, oui. alors je vois ordonné, je vois Oui, banni, je vois hyper matérialiste, oui, déconnecté intéressant. du déconnecté du vivant, de l'ordre, un monde triste, un Oui, monde linéaire, ok. oppressant, normé, structuré, rangé, terne. Optimisé. Mais tout ça converge, hein. C'est Voilà, intéressant parce que tous ces mots convergent. C'est un monde optimisé. Des paysages optimisés, une agriculture optimisée, des villes industrialisé. tout à fait optimisées aussi. Et avec l'intelligence artificielle qui arrive, alors c'est pas le sujet de ce soir et je ne vais pas en parler beaucoup, mais c'est clair que l'optimisation du travail et de certaines tâches va être encore subir un coup d'accélérateur dont je pense on n'a pas idée et dont on ne mesure pas encore tous les effets. Et donc, face à cela, quand on regarde ce monde, on se dit, mais comment encore et pourquoi? On comprend peut-être mieux aussi pourquoi il est nécessaire de oser remettre en question et critiquer la performance. Une première critique qu'on peut faire de la performance, c'est que le fait de, donc la performance appelle l'optimisation, et le fait d'optimiser fragilise. Quand on optimise quelque chose, lorsque vous optimisez quelque chose, que ce soit au niveau d'un produit, d'un service, d'un trajet, n'importe quoi, posez-vous cette question, qu'est-ce que je fragilise? Parce que le burn-out est un des exemples, une des conséquences, je vais dire, de l'hyper-optimisation. Moi, j'ai accompagné à une certaine époque des équipes de soignants dans des hôpitaux. Eh bien, tout était optimisé, hein. Les infirmières en hôpital, et c'est aussi vrai dans les soins de santé à l'extérieur, dans les équipes de soins qui soignent les vieilles personnes, par exemple, les infirmières à domicile, voilà, c'est le mot que je cherchais, eh bien, leurs tâches ont été découpées, minutées, elles savaient exactement ce qu'elles ont à faire à quel moment, donc d'un point de vue efficacité, bah, c'est magnifique. Mais par contre, ça génère de l'épuisement, ça génère une perte de sens et ça génère du burn-out. Et quelque part, je suis au regret de vous dire que l'épidémie de burn-out humain n'est encore que la partie émergée de l'iceberg du burn-out des écosystèmes. Parce que derrière, il y a tout le vivant qui est en train de trinquer également. Alors, des exemples de fragilisation, ben, pénurie de moutarde en France en 2022, suite à une sécheresse au Canada, qui a fait que les grains de moutarde qui sont cultivés au Canada pour être importés après en France, ben, l'approvisionnement était rompu. Donc, vous voyez à quel point ce type de chaîne hyper mondialisée est fragile. Autre exemple, c'est l'Evergreen, hein, euh, le fameux paquebot, le fameux transporteur porte-container qui s'est mis en travers dans le canal de Suez en 2021 suite à un vent un petit peu, une perturbation, disons, un petit peu plus forte que les autres. Et là, vous voyez vraiment le résultat de deux optimisations. Canal de Suez, c'est une autoroute pour les gros porteurs, donc c'est une première optimisation. Et puis ce gros porteur, c'est une deuxième optimisation. Le résultat de cette perturbation-là, ça a été quand même plusieurs jours de rupture complète du trafic maritime international. Il y a quasi 30% du trafic maritime international qui transite par le canal de Suez. Donc, quand on parle de fragilisation et de fragiliser l'optimisation qui fragilise, c'est bien de ça qu'on parle. Un autre exemple encore, c'est la firme CrowdStrike qui tient à jour des logiciels pour Windows et qui a connu suite à un défaut de programmation, il y a eu un problème dans la mise à jour de, de logiciels qui tournaient sous Windows et il y a eu une panne d'ordinateur qui a duré, je pense, plusieurs heures, voire une journée, avec des vols aériens qui ont été cloués au sol, avec des stations émettrices de radio aux États-Unis qui ne pouvaient plus émettre, avec le numéro d'urgence qui était perturbé. Donc, ça vous donne une petite idée de la fragilité du monde hyper connecté dans lequel on évolue, n'est-ce pas? Ça, c'est une première critique. Deuxième critique que l'on peut faire, ben, c'est que, en fait, quand on augmente, qu'on optimise, ben, on gagne en efficience, hein. Donc, c'est bien la définition de la performance, c'est des gains d'efficience et d'efficacité. Mais inévitablement, et ce sont les économistes qui nous le montrent, ça crée des effets rebonds.
Si je prends l'exemple des frigos, les bons vieux frigidaires des années 60, qui étaient des gloutons d'électricité qui consommaient énormément d'énergie, eh bien, nos ingénieurs ont fait des efforts incroyables et des innovations tout à fait importantes qui ont permis de réduire, mais drastiquement, la consommation de ces frigos. Et donc, en termes de performance, efficacité, efficience, ben, c'était super. Le truc, ça a inévitablement généré un effet ou des effets rebonds. Et on a commencé à décliner la population de frigos en cave à vin, en petits climatiseurs de salon. On a fait des frigos de toute taille, le frigo américain. Et donc, au total, eh bien, la population de frigos a augmenté bien plus que les gains d'efficacité. Alors, c'est un exemple, je peux en prendre un autre, c'est celui des avions, hein. Même, je dirais, envie de dire même combat. Dans les années 60, les avions polluaient énormément, c'était des gouffres de kérosène. On a fait d'énormes efforts pour améliorer l'efficacité énergétique des avions. Et le résultat de ça, c'est ça a permis en fait le développement des vols low cost, des vols à bas prix, puisque l'énergie devenait moins un problème, puisque c'est quand même le coût de l'énergie qui est au centre de ce genre d'activité. Et ça a permis aux 10% de la population qui peuvent prendre l'avion ben, de s'offrir des city trips et aussi des vols long courriers, parfois plusieurs fois par an. Et donc, effet rebond et annulation complète des gains d'efficience et d'efficacité. Ça, c'est une deuxième critique. Et cet effet rebond, vous le retrouvez partout, hein. Donc là, c'est deux exemples un peu parlants, mais c'est pas du tout anecdotique, c'est vraiment quasi systématique. Alors, troisième, celle-là est un petit peu plus peut-être compliquée, c'est la loi de Goodhart, qui nous dit que quand une mesure devient une cible, elle cesse d'être fiable. Donc là, je prends l'exemple du sport de compétition. Lorsque l'objectif, c'est d'être au top, d'être au sommet du podium, quelque part, on oublie la dimension sportive. La mesure, donc l'évaluation par les arbitres ou les jurys devient la cible, et ce n'est plus du tout fiable parce qu'on est prêt à tout pour l'emporter, hein. Et c'est la voie ouverte, par exemple, vers le dopage, qui est déjà très présent dans le sport de compétition classique alors qu'il est contrôlé, et qui en plus maintenant s'invite dans des nouveaux jeux dont vous aurez peut-être déjà entendu parler, qui montrent à quel point on est bien dans un culte de la performance et dans une dérive sectaire. Ce sont les jeux augmentés, hein. Donc ce sont des jeux dans lesquels le dopage est autorisé et encouragé. Alors il y a un suivi médical, mais les athlètes sont encouragés à se doper pour améliorer encore leur performance et dépasser leurs propres limites. Donc ce n'est pas une blague, hein. Donc ce sont des jeux qui existent et qui sont soutenus par une partie du monde. Un autre exemple, ben, c'est le bachotage à l'université, hein. Donc on a tous connu ça, c'est la veille de l'examen, on prend tous ces bouquins, on passe une nuit, on assimile le maximum de matière. Donc l'objectif, c'est réussir, c'est avoir les 12 sur 20 le lendemain, mais le jour d'après, on a quasi tout oublié. Donc en termes d'apprentissage, on est passé à côté. Euh, Là, c'est volontairement un petit peu caricatural, mais pas tellement, hein. Donc c'est ça, c'est cette idée que lorsqu'on augmente la performance et qu'on commence à mettre des KPI un peu partout, des indicateurs de performance, hein, les fameux KPI qu'on retrouve dans toutes les organisations, eh bien vous observez lorsque vous rentrez dans ces organisations que les équipes sont focus sur l'atteinte de l'indicateur, le respect de l'indicateur. Il faut absolument qu'on l'atteigne et on va commencer à triturer la réalité, éventuellement triturer les chiffres de vente pour dire, ben voilà, on a atteint notre indicateur. Et donc cette mesure, à ce moment-là, ben, elle cesse d'être fiable. C'est quelque chose qui est typique aussi de- du monde de la performance. Et puis, quatrième et dernière critique que l'on peut faire, c'est que la performance est toujours relative. Quand on parle de performance, c'est toujours par rapport à quelqu'un ou quelque chose. Un produit est plus performant qu'un autre, une personne est plus performante qu'une autre. Il y a toujours une notion très relative. Donc, elle se mesure par rapport à un état antérieur ou par rapport à d'autres acteurs. Et ça veut dire que la performance appelle la compétition. C'est évident, c'est normal. Donc, plus on va augmenter les performances, plus on augmente aussi la compétition. Et dans une société compétitive ou dans une compétition, ça, c'est la biologie qui nous l'apprend, c'est toujours les plus violents qui gagnent. Et donc, quelque part, et c'est la quatrième critique qu'on peut faire, cette culture de la performance, c'est aussi une culture de la violence.
Et ça vous aura pas échappé, la violence sur les réseaux sociaux, la violence dans les centres urbains. Alors, bien sûr, la violence a toujours existé de tout temps, mais là, on est dans quelque chose qui est systémique. Je veux dire, une sorte de violence systémique qui plonge ses racines dans cette culture de la performance dans laquelle on est. Donc, c'est important, je pense, d'avoir ça à l'esprit euh, pour mieux comprendre, en fait, dans quoi on est et de quoi nous sommes invités maintenant à sortir. Ça va? Vous êtes toujours avec moi? Eh bien, en profiter, peut-être prendre quelques minutes, quelques questions, s'il y en a déjà qui sont en lien avec ce qui a été dit là. Je vais essayer de Alors, faire court dans les réponses. dans le chat, il y a rien. Il y a quelqu'un juste qui citait le lien entre performance et dopage dans le sport, mais il n'y a rien. Il y a peut-être un D'accord. peu. Alors, soit via le chat, soit vous exprimez en ouvrant le micro, comme Oui, c'est vous possible. avez. Il y aura d'autres espaces de questions, hein. Si vous préférez Oui, qu'on oui, oui. avance encore un peu, Ouais. j'avance un petit peu. S'il n'y a rien de brûlant, si je ne suis pas complètement J'avais confus. une question. Oui, Thomas, vas-y. Du coup, en fait, j'ai du mal à pas croire que la compétition emmène une certaine forme d'agressivité. Par contre, si on regarde Darwin, il parle plus d'adaptabilité que c'est les plus agressifs qui gagnent, en fait, les plus. Du coup, Oui, en fait, alors, c'est là où j'ai un peu plus de mal avec le dernier concept. tout à fait. Darwin a été très mal compris à l'époque et il a été, je dirais, compris avec les lunettes de la performance. Et c'est ce qui a amené les gens à dire que parler de la loi de la jungle et la loi du plus fort. Mais si on lit Darwin dans le texte, dans sa première édition, c'est absolument pas ça qu'il dit. C'est plutôt ce que tu viens de dire, Thomas, c'est comment la sélection naturelle ne favorise pas la loi des plus forts, mais favorise la sélection des plus adaptables. Ce ne sont pas les espèces les plus fortes qui nécessairement survivent, mais ce sont les plus adaptables dans le monde fluctuant. Merci. Et merci pour la question. Allez, Petite on continue. réflexion. Oui. Oui, Par rapport à ce que tu disais, Bernard, sur la culture de la performance qui favorise la compétition et crée de la violence, et j'irais même dire, ça crée aussi beaucoup d'exclusion. Il y a aussi la notion d'exclusion pour moi qui est aussi en relation avec la performance. oui, ça me semble assez évident qu'une fois qu'il y a compétition, il y a des vainqueurs et des vaincus. Et entre être vaincu et être exclu, il y a parfois qu'une toute petite marge, hein. Donc, Ouais. bien sûr, bien sûr. OK. Moi, j'avais aussi une petite. Ah, bonjour Damien. Salut Bernard. Non, moi, en fait, c'est vrai, et quelque part aujourd'hui, on est par exemple une soirée de Champions League, hein, où il y a du foot. Et le but du jeu, c'est quand même de gagner. Et, et donc, en fait, bon, moi, je suis très fan de sport. Et donc, quelque part, comment est-ce qu'on pourrait quand même distinguer la performance, la compétition, pour éviter justement un peu un amalgame, parce que moi, je vais discuter de ça avec mes potes qui sont des fans de foot, mais ils ne m'entendent pas, hein. Mais c'est très intéressant. Alors, on va pas disserter trop longtemps là-dessus, mais c'est évident qu'on n'est pas en train de dire qu'il faut supprimer compétition et que dans un cadre avec des règles, un arbitre, ben, le fait que pendant 2 fois 45 minutes, 22 joueurs se disputent un ballon et tentent d'être les meilleurs, il n'y a pas trop de soucis. Là où ça devient quand même questionnant, c'est quand on voit que dans le public alentour, jusqu'où certains sont prêts à aller pour que leur équipe gagne. Tu vois, c'est le jet de bouteilles sur l'arbitre ou sur le gardien, c'est des scènes de violence dans les gradins parce que donc il y a une forme de contamination. Et donc là, on peut se dire ben, jusqu'où est-ce qu'on laisse aller et jusqu'où est-ce que ça reste encore du sport. Mais je suis d'accord, hein, c'est évident qu'il n'y a pas à interdire tout ça, hein. C'est plus dans quel cadre et à quoi ça nous amène. Et est-ce que quand le match est fini, on sort de la compétition ou est-ce qu'on reste dedans et qu'on va aller attendre les supporters de l'autre équipe pour leur faire leur affaire, quoi. En tout cas, merci pour vos questions, c'est intéressant, hein. Et puis, il n'y a pas qu'une seule bonne réponse, donc c'est toujours chouette d'échanger. Je continue, ça va? On va fermer les Oui. micros. Alors, on a parlé de questionner la performance, et puis c'est aussi une question, maintenant je vais parler un peu d'environnement, de limites. En 1972, donc 72 pour les Belges, il y a eu ce rapport Meadows au Club de Rome qui montrait enfin en un graphique, je vais essayer de vous résumer ça, les limites à la croissance dans un monde fini.
Ce qui, à part pour les économistes, est assez évident que dans un monde où les ressources naturelles et les ressources non renouvelables sont finies, eh bien, on ne peut pas croître indéfiniment. Et c'est ce que ce graphique prédisait en 1972. Il avait regardé les tendances historiques et déjà on voyait un début de déclin des ressources naturelles non renouvelables, bien sûr au prix d'une augmentation de la quantité de nourriture par habitant, des services par habitant, de la production industrielle par habitant et de la pollution globale qui commençait à monter. Et puis, ces courbes montraient que aux environs de, ben, tiens, justement maintenant, entre 2020 et 2030, par là, 2025-2035, on allait arriver sur un plateau, une espèce de seuil, et qu'on allait basculer. Et c'est un modèle qui prédisait ça, donc à l'époque des tout premiers modèles informatiques. Donc c'est quand même intéressant, hein. Et puis ce rapport a été réactualisé, je crois, en 2012. Et là, on a regardé par rapport à ce que prédisaient les chercheurs du MIT en 72, qu'est-ce qu'on observe sur la période 72-2000? Eh bien, on voit que les courbes observées collent assez bien avec ce que le modèle prédisait. Ce qui est une très mauvaise nouvelle parce que j'aurais préféré que le modèle soit faux, parce que ça montre qu'ils avaient assez bien vu. Et donc, bien sûr, on ne peut jamais prédire l'avenir, mais là, il semble bien qu'aujourd'hui, et c'est une part du chaos dans lequel on est on est en fait sur ce plateau, on est entre deux mondes, il y a des choses qui sont en train de basculer, on est en train de perdre le contrôle sur la nature. Hein, on a voulu réveiller la nature pendant des années, on a mis beaucoup d'intrants pour stimuler la production agricole notamment, et c'est comme si depuis un certain temps, la nature se réveille, hein. Il y a un adage qui dit de la nature menacée devient menaçante. Et ça, on le voit aussi à travers les perturbations climatiques, notamment très fortes, euh, que, au- que que l'on subit. Euh, voilà. Et donc, ce que ce graphique montre, ben, c'est qu'on est en train de basculer, qu'on ne pourra pas se maintenir très longtemps sur ces plateaux et qu'il va inévitablement probablement suite à un effondrement du système économique, y avoir une sorte de régulation du système avec une baisse de population, hein. On observe déjà de la dénatalité. Alors je ne rentre pas dans le détail ni dans les controverses là-dessus, mais et donc forcément ben, une baisse aussi des quantités de nourriture et de la production par habitant, et du coup une baisse de la production globale. Et le retour à un nouvel, pas le retour, mais on va atteindre un nouvel équilibre, mais qui peut dire quel équilibre et dans combien de temps et à quel prix, ça reste un sujet de discussion. Voilà. Alors, je vais avancer un petit peu. Là aussi, quel est le mot que vous mettriez ici derrière, hein? Donc, c'est quelque part ce que je vous dépeins là, c'est l'arrivée dans un monde qui est quoi? C'est quoi le mot? C'est quoi le mot vers lequel tous les rapports des scientifiques convergent, que ce soit rapport de l'IPBES, du GIEC, aussi les rapports de World Economic, du Forum économique mondial, disent tous la même chose. Ils disent beaucoup de choses, mais il y a une chose sur laquelle tous ces rapports s'accordent, c'est qu'on arrive dans un monde qui est de plus en plus Je vois chaotique fluctuant, fluctuant. CNA, C'est bon, chaotique. c'est bon. Ah oui, C'est ça. On est vraiment, on rentre dans un monde dans lequel les fluctuations deviennent telles qu'elles sont perceptibles à l'échelle humaine. Parce que, évidemment, on a toujours vécu dans un monde fluctuant. Les fluctuations, c'est pas nouveau. La nature, elle fait avec depuis des millénaires. Mais on a connu, je dirais, 10-12 000 ans, hein, à peu près, d'une relative stabilité du système climatique, par exemple, et ça, on est en train de le quitter. Euh, on est aussi en train de quitter le monde de l'abondance des ressources. Ici, c'est un exemple de mine de lithium au Chili, hein. Donc, on extrait le lithium pour alimenter notamment nos batteries. Le coût écologique de ça, environnemental, il est assez important, il faut bien le dire. La crise climatique, ben, donc le dérèglement du climat, je n'ai pas besoin d'en parler beaucoup. Le seuil des 1,5 degré de hausse de la température moyenne au-delà de 1990 est déjà quasiment franchi. Et puis effondrement de la biodiversité. Donc là, on est quand même dans une phase d'extinction des espèces qu'on n'a jamais connue. Certains nous parlent de l'extinction des dinosaures. Moi, je veux bien, c'est vrai. Ça a pris 33 000 ans après que la comète soit tombée. Ici, on parle de 80% des espèces d'insectes qui ont disparu en 50 ans. Et les espèces de mammifères, c'est un peu du même ordre. J'ai plus les chiffres en tête. Euh, Sans parler aussi des pollutions globales. Alors la bonne nouvelle quand même, parce que j'ai pas envie que vous alliez vous pendre après ce webinaire, c'est que la biodiversité est aussi un des principaux leviers pour restaurer euh,
et je veux dire, pour sortir de cette impasse. Parce que lorsqu'on améliore la biodiversité, ça a un effet quasi immédiat sur la stabilité du climat, stabilisation du climat, on recrée des zones humides, on recrée des zones qui peuvent servir de tampons, hein, des zones tampons, que ce soit dans les villes ou dans les forêts. Et en fait, c'est une solution systémique à beaucoup d'autres problèmes, à toute cette polycrise qui nous entoure. C'est vraiment un levier hyper important et il est à portée de la main parce qu'on a quasi toutes les solutions, notamment je pense à l'agroécologie. C'est une des pistes pour restaurer la biodiversité. Et c'est en plus c'est quelque chose qui ne coûte pas très cher par rapport à des solutions hyper technologiques qui nous emmènent encore un peu plus loin dans le délire de la performance. Donc ça, je trouve quand même plutôt encourageant. Alors, et donc, oui, c'est ça, la question centrale dans toute cette histoire, maintenant vous comprenez mieux, c'est comment habiter le monde fluctuant. S'il y avait une question à se poser existentielle, hein, sur la vertèbre existentielle de la colonne, je dirais c'est celle-là, c'est comment est-ce qu'on fait pour habiter en nous humains, qui sommes très optimisés et donc relativement fragiles, en tout cas nos sociétés, comment est-ce qu'on fait pour habiter ce monde fluctuant, qui est le quotidien du monde vivant et du vivant non humain depuis des millénaires. Quelques exemples, peut-être d'abord conceptuellement, comment est-ce qu'on fait? Euh, il y a probablement à se poser la question du progrès, parce que jusqu'à un certain point, les gains de performance étaient synonymes de progrès. Dans un monde relativement stable et abondant en ressources, c'est OK en fait. On n'est pas idiot non plus, on a fait de la performance parce qu'il y avait abondance de ressources, charbon, pétrole. euh, il y a eu comme ça des moments dans l'humanité qui ont fait qu'on pouvait se permettre d'être performant et que ça générait du résultat. Mais aujourd'hui, on quitte ce monde d'abondance de ressources puisqu'on les épuise de plus en plus rapidement. Et donc, nous avons à changer d'axe. Et dans le monde qui vient, en fait, ce ne sont plus les gains de performance qui vont être synonymes de progrès, ce sont les gains de robustesse. C'est en améliorant notre robustesse qu'on va progresser et qu'on va aussi assurer quelque part notre survie. Donc là, il y a vraiment un équilibre entre les deux et il y a un principe physique qui montre qu'on ne peut pas être à la fois très, très robuste et très performant. Donc il y a cette inversion, c'est pour ça qu'on parle beaucoup d'inversion dans le monde dans le monde de la robustesse. Alors, robustesse, j'en ai déjà beaucoup parlé. Bonsoir Caroline. Et donc Bonsoir. maintenant, définissons un petit peu les termes. Qu'est-ce que c'est que la robustesse au sens d'Olivier Hamon? Qu'est-ce qu'il entend par là? Déjà, on peut dire que c'est une méthode opérationnelle, ça c'est intéressant. Mais dans un premier niveau, c'est la capacité d'un organisme vivant à rester stable, court terme et viable à long terme. Il y a cette dimension court terme, long terme, malgré les fluctuations. Donc c'est bien la robustesse, c'est directement lié au monde fluctuant. Et c'est quelque part, et c'est ça qui est intéressant pour nous dans les accompagnements qu'on fait, c'est une réponse très opérationnelle, c'est une méthode quasiment. C'est pas un objectif, la robustesse, c'est une méthode opérationnelle que le vivant a trouvée pour répondre à son besoin de durabilité. S'il y a un objectif qu'on peut reconnaître à la nature, au vivant non humain, c'est cette volonté de durer et de transmettre. Et ça, si vous en parlez avec des dirigeants d'entreprise ou des managers, ils sont sensibles à ça, cette idée de durer et transmettre. Ça suscite en général assez bien d'enthousiasme. Et donc, c'est une méthode qui, a priori, est intéressante aussi à transposer, à creuser pour l'accompagnement des organisations. Et il y a une citation d'Olivier qui dit, depuis l'apparition de la vie sur Terre, le vivant, en fait, sous nos yeux, nous montre tous les jours que la façon la plus opérationnelle de durer et de transmettre, c'est la robustesse. Ça, vous lirez les arguments là-dessus dans son bouquin, La troisième voie du vivant, notamment, et dans d'autres. Quelques exemples maintenant pour sortir un peu du conceptuel. Un premier exemple de robustesse, c'est notre corps humain. Donc c'est ça qui est très réjouissant, c'est que naturellement le vivant est robuste et jusqu'à preuve du contraire, les humains sont des êtres vivants. Eh bien notre corps à 37 degrés, il y a la température, je dirais, moyenne normale quand on n'est pas malade, il est juste passable en termes de performance. Il a un fonctionnement satisfaisant. Par contre, quand un pathogène arrive et qu'on se chope un virus ou une bactérie et que notre corps
la température corporelle monte à 40 degrés, 39-40 degrés, ben, notre système immunitaire, l'activité de nos enzymes est jusqu'à 1 million de fois plus performante que quand on est à 37. Donc là, on est dans un moment de performance. Mais vous savez comme moi que si vous faites de la fièvre plus de 2 ou 3 jours, eh bien après, c'est la mort, quoi. Ou en tout cas, c'est la décomposition de nos enzymes. Et donc, c'est pas nécessairement une bonne nouvelle. Ça montre que naturellement, par défaut, le corps humain est robuste et il s'autorise de manière transitoire, lorsque c'est nécessaire, des moments de performance pour éliminer un pathogène. Chez les animaux, ben c'est pareil. Lorsque une perturbation telle que l'hiver arrive, hein, c'est comme une fluctuation importante, saisonnière, ben, il y a tout un tas de mammifères qui passent au ralenti, hein, et qui passent en mode hibernation. Donc ça, c'est vraiment une approche robuste et une solution robuste, une stratégie robuste que le vivant a trouvée pour euh, traverser la fluctuation de l'hiver. Chez les arbres qui perdent leurs feuilles et dont la sève se retire du tronc, c'est la même chanson. Nous, si on regarde la solution performante, on aurait plutôt tendance à imaginer des doudounes chauffantes, hein, comme pour nos animaux de compagnie, qui traversent la perturbation. C'est un petit peu caricatural et euh, je le reconnais, mais c'est intéressant de voir que nous, on fait tout ce qu'on peut pour gommer en fait les fluctuations et faire en sorte de pouvoir continuer au même rythme que si la fluctuation n'existait pas. Et puis, alors, prenons un exemple chez les végétaux, ben, la photosynthèse, hein, donc, qui transforme le dioxyde de carbone de l'air et l'eau en sucre et qui émet de l'oxygène, donc est un principe qui soutient en fait toute la vie sur Terre depuis 4 milliards d'années. Enfin, il y a eu des phases anaérobies, mais enfin, je ne rentre pas dans le détail. La photosynthèse est quand même à la base de la vie telle qu'on la connaît aujourd'hui, dans l'atmosphère telle qu'on la connaît. Eh bien, cette photosynthèse, elle a un rendement, donc une efficacité de l'ordre de 1%. Et ça n'a jamais changé. Elle n'a jamais cherché à améliorer en se disant, bah, je pourrais faire du 2 ou du 10%. Parce que l'objectif, c'est de pouvoir répondre aux fluctuations. Il y a une gamme de fluctuations très large. Et c'est ça qu'on est peut-être, j'espère, en train de comprendre. C'est que ça, c'est vraiment l'objectif, c'est comment on fait pour pouvoir survivre et traverser des fluctuations qui deviennent de plus en plus fortes, de plus en plus fréquentes et de plus en plus importantes. Ça va? Je ne vous ai pas perdu encore? Alors, vous allez vous mettre en sous-groupe pendant quelques minutes, pendant une dizaine de minutes, pour découvrir ensemble quels sont finalement les trois grands principes de la robustesse du vivant. C'est à travers trois illustrations qui vont vous inviter à deviner les trois principes de la robustesse. Alors, j'espère que dans les salles, il y aura un mélange, une diversité de ceux qui connaissent et ceux qui ne connaissent pas, mais de toute façon, le but n'est pas de vous faire chercher. Donc, après 2 minutes, vous verrez apparaître sur l'écran les trois principes. Et là, l'invitation pour le temps qui vous restera, ce sera tiens, dans ces trois principes, est-ce qu'il y en a un qui vous interpelle particulièrement, qui vous fait réagir, auquel vous êtes confronté, et quel lien vous faites entre un de ces principes et vos propres accompagnements. Donc l'idée, c'est pendant une dizaine de minutes, par groupe de 4 en moyenne, de vous retrouver dans des salles Zoom. Je tenterai de partager l'écran dans chacune des salles. Et puis après 2 minutes, je vous enverrai les résultats. Comme ça, vous ne passez pas 10 minutes à chercher quels sont les bons mots. Et puis vous répondez aux questions et vous en débattez entre vous. Ça va? Et on se retrouve dans une grosse dizaine de minutes en plénière. J'ai fait 8 salles, hein, on va voir ce que ça donne. Hein, j'ouvre. C'est clair pour vous? Alors, bonne réflexion. Dire un peu comment les choses se sont passées, comment l'échange s'est passé, et puis les liens que vous avez faits. Vous pouvez ouvrir votre micro, lever la main, ouvrir le micro. Voilà. Euh, Philippe, peut-être. Oui, mais bon, moi j'ai beaucoup aimé les échanges qu'on a eus. Voilà, il y a quelque chose qu'on n'a pas abordé, que moi j'avais en tête, je pense que c'est le principe de la circularité. En fait, voilà, j'ai du mal à faire le lien. Autant sur les deux autres concepts, enfin les deux autres principes, c'était clair. Le principe de circularité, voilà, dans le cadre de l'accompagnement,
Voilà, je suis curieux d'avoir ton éclairage. Ok, top. Renaud? Ouais, nous, on s'est posé une question. Il y a a priori un sujet avec Olivier Amand qui parle d'agilité et d'adaptabilité. Et il dit que l'adaptabilité n'est pas l'agilité. Et on s'est questionné sur l'idée d'avoir un éclairage là-dessus, Ok, sur ces deux termes et comment ils s'opposent ou pas. Je ne sais pas. d'accord. Voilà. Marie? Oui, pour moi, en fait, sur ces trois principes, celui qui me semble être vraiment peut-être un stretch pour nous, c'est la circularité. Parce que je pense qu'on a une forme de croyance, on vit dans une société où en fait on est dans le changement, c'est on jette l'ancien et on crée du nouveau. Et l'ancien, une fois qu'on l'a mis à la poubelle, c'est comme s'il disparaissait, mais ils disparaissent pas. Et dans la nature, je pense que la nature excelle dans cette notion de circularité et de recycler. Rien n'est jamais perdu. J'avais même entendu un reportage sur les forêts qui brûlent. Nous, on voit ça comme une catastrophe, mais en même temps, les choses se mettent en place au niveau de l'écosystème et, euh, et il y a de la circularité qui se crée. Et donc, pour moi, en termes d'accompagnement, c'est là où je me dis, c'est un peu le parent pauvre. En tout cas, si je regarde le travail que je fais, je trouve que c'est un peu le parent pauvre de l'accompagnement, c'est ce principe de circularité. Top, super. Ben, on va prendre encore deux, hein, Stéphane et Laurence, et puis je tenterai de répondre un petit peu, autrement ça va nous amener trop loin. Stéphane, ou Ça va. Laurence. Oui, non, Stéphane. Oui. Adaptabilité, en fait, moi, ce que je retiens en fait dans tout ça, et c'est pour ramener un élément de la culture CT, c'est l'ajustement du curseur, je trouve, parce que la performance, c'est quelque chose qui est très adapté, donc cassant, fragile, et la robustesse, c'est très adaptable, et donc je mettrai les deux à l'opposé. Et c'est ce degré d'adaptabilité, donc ajuster le curseur, qui me semble être le plus juste, en fait. Parfois, il faut être performant, comme on l'a vu tout à l'heure. Et puis parfois, il faut être un peu plus mou, en fait. Parce que sinon, si on est que robuste tout le temps et qu'on est mou tout le temps, parfois on passe à côté de certaines opportunités, en fait. Donc à nous Absolument. d'ajuster le curseur. Oui, parfait. Laurence? Oui, nous, on a partagé l'idée que pour réussir à être circulaire, circulariser, alors l'énergie, les idées, les projets, les hommes, on ne sait pas trop, on attend la définition, mais en tout cas pour coopérer et pour être adaptable ou s'adapter, savoir renoncer, prioriser, se remettre en question, etc., il fallait une sacrée sécurité psychologique, un droit à l'erreur, enfin voilà, une culture d'entreprise qui permette ça, quoi. Tout à fait, tout à fait. C'est effectivement aussi une des stratégies du vivant. Ben alors, je pars sur la circularité parce que effectivement, dans la nature, et c'est un peu la définition qu'il donne, c'est une sorte de gaspillage local, hein, comme disait Marie, mais qui devient une ressource pour les autres. Vu qu'on est dans un environnement naturel et toutes les chaînes carbonées sont dégradables, eh bien, le fait de gaspiller n'est plus un problème, ça redevient circulaire et c'est réintégré sous forme d'humus ou de matière organique dans les sols. Ben, par exemple, les arbres qui perdent leurs feuilles en hiver, ben, on va dire quel gaspillage, c'est totalement inefficace comme système. Mais par contre, ça crée des ressources pour les autres. Alors, dans l'organisation, évidemment, le problème, c'est que déjà, nous, on n'est pas toujours dans la biosphère, on est de plus en plus dans la technosphère. Et dans la technosphère, on crée des produits des choses qui ne sont pas dégradables. Donc là, il y a un vrai souci. C'est comment rendre ça plus circulaire. Et donc, mais ça, si on reste dans ce paradigme-là, on continue dans une approche qui est très technologique et à produire des matériaux qui génèrent de toute façon des déchets et des problèmes. Et c'est pour ça qu'Olivier dit, en fait, l'enjeu n'est pas de décarboner l'économie comme on nous le dit, parce qu'on a besoin du carbone, c'est de décombustionner l'économie. Donc, c'est arrêter de brûler ou réduire très fort la combustion des énergies fossiles, mais recarboner l'économie en créant des objets et du matériel biosourcé qui permettra la circularité et avec lesquels le gaspillage ne sera plus un problème. Et où donc cette recherche d'efficacité ne sera plus nécessaire, parce qu'on pourra se permettre de, quelque part, remettre dans la nature des matériaux biosourcés qui reviendront au sol. Maintenant, ça, c'est un peu déjà, comment je veux dire, c'est un petit peu une perspective quand même future, alors en même temps, il y a déjà beaucoup de choses qui se font. Mais si je prends un niveau plus relationnel, ben, on peut penser à la circularité de l'information.
faire circuler la parole dans un groupe ou une équipe, c'est aussi de la circularité. Faire en sorte, hein, vous connaissez tous les principes d'inclusion, que tout le monde se sente inclus. Le fait de faire des réunions en cercle, ça peut paraître un peu bateau, mais c'est de la circularité aussi. Euh, ne fût-ce qu'on regarde comment les classes dans les écoles s'agencent, quand tous les élèves sont en rang avec le maître qui est sur une petite estrade et qui regarde tous ces élèves qui voient le dos de leurs voisins, on n'est pas dans la circularité. Donc moi, ça m'arrive régulièrement quand je vais dans des écoles ou des choses, de demander qu'on se positionne autrement, hein. Vous savez très bien, en tant que coach, l'importance de la place et de définir l'espace, quoi. Donc ça, c'est un exemple. Euh, Agilité, adaptabilité. Alors oui, l'agilité, ça reste dans une logique potentiellement performancielle de dire on garde le même objectif et on va slalomer les difficultés pour atteindre notre objectif. L'adaptabilité, c'est autre chose. J'opposerais plutôt agilité et robustesse, en fait, mais dans la robustesse, l'idée n'est pas de slalomer et de garder le même objectif, mais d'élargir les marges de manœuvre. On agrandit les marges. Donc, parce qu'avec l'agilité, il y a quand même toujours bien un moment, ça va avec la résilience, où on va tomber. Et là, on apprend à se relever. On est agile jusqu'à un certain point, et puis il faut qu'on soit résilient. Quand on est robuste, ben, on élargit les marges de manœuvre, on se donne de l'espace et on n'a plus besoin de tomber. On s'efforce de ne plus tomber. On n'a plus besoin de tomber pour se relever après. C'est pour ça que c'est un stade qui va au-delà de la résilience. Et donc ça, c'est un petit peu la différence que je fais entre agilité, adaptabilité euh, et robustesse. Et alors la question du curseur, oui, je partage complètement. Si je pense au management contingent, là, dont parle Lennart, mais en référence à un autre auteur dont j'oublie le nom, c'est cette capacité à faire bouger le curseur entre contrôle et confiance. Et on dit, bon, il y a pas un endroit qui est tout le temps bon. On ne peut pas être tout le temps dans la confiance à 100%. Il y a des moments, il faut reprendre les rênes en main pour un dirigeant ou un manager et revenir dans une forme de contrôle. Mais donc, on peut le voir comme ça, effectivement. Cette capacité à ajuster des curseurs, c'est assez, je trouve, un assez bel exemple de illustration de l'adaptabilité, hein. Dans un monde très stable et performant, on est très adapté parce qu'on prétend savoir où on va et on connaît l'objectif et donc on est très adapté. Le problème, c'est que lorsqu'il y a une fluctuation, eh bien, le chemin qu'on a pris, il est très fragile et il faut en changer dans l'urgence très souvent et ça coûte très cher. Alors que dans un monde fluctuant et robuste, on est très adaptable. Ça veut dire qu'on se garde toute une série de solutions et d'options et c'est pas parce qu'on développe une technique ou une technologie qu'on va arrêter toutes les autres. Donc on a un panel d'options et on garde aussi des choses qui, a priori, peuvent sembler inutiles euh, pour le jour où l'environnement aura tellement changé que tout d'un coup, bien, ce vieux projet ou ce vieux système qu'on avait rangé dans un tiroir en se disant bah, c'est obsolète, eh bien, on peut le ressortir et on peut en faire quelque chose. Je Et le peux me- droit, oui, Non, non, c'est Bernard, il y avait une question là et on peut faire le lien avec la Vous m'entendez bien? Oui, ça va? oui, oui, c'est Ok. bon. Parce qu'il y avait une question sur est-ce que le principe d'organisation apprenante peut rentrer dans le principe de circularité? Oui, Hum. Ben voilà, moi, ce que j'aurais envie de dire par rapport à ça, c'est que si on fait le lien avec l'accompagnement, c'est le principe de l'équipe apprenante, c'est on donne, on reçoit, et c'est une circulation d'informations, on consacre du temps. C'est ça aussi, donner du temps pour recevoir en retour des apprentissages. Donc, ça fait partie de la circularité. Voilà, je ne sais pas si tu as un autre éclairage. C'était pour une question oui, qui était dans le oui, chat. tout à fait. Je pense au modèle de Nona Kabomar, hein, donc la Mhm. circulation entre les quatre cadrans passe de l'implicite à l'explicite, de l'individuel au collectif, et c'est le fait de circuler, c'est cette circularité qui permet d'apprendre de différentes manières. On apprend par modélisation, on apprend bah, par lecture, on apprend par les échanges, donc on est tout à fait là-dedans. C'est pour ça qu'il y a tant de liens, je trouve, avec les modèles CT. J'en profite quand même pour vous présenter Caroline, puisque vous demandez pourquoi peut-être elle intervient, mais Caroline est ma collègue, une de mes collègues au sein du cabinet Via Victis, et on travaille sur la robustesse, on anime les fresques de la robustesse ensemble, notamment, et bientôt une formation pour les facilitateurs de fresques. Enfin voilà, je ne rentre pas dans le détail, mais comme ça, vous comprenez pourquoi elle intervient. Je lui ai demandé de suivre un peu le chat et de m'assister dans cette présentation ce soir.
Allez, Bonjour tout le monde, hein. Donc, je ne savais pas si tu m'avais présenté, vu que je vous rejoins un peu plus tard. Et c'est vrai que par rapport à l'adaptabilité, si on fait le lien avec l'accompagnement, ce qui est intéressant à se dire aussi, c'est quoi toutes les compétences qui sont présentes dans l'organisation, parce qu'il y a des compétences qu'on n'utilise pas, mais qui un jour seront nécessaires. Donc, pouvoir faire la liste de toutes les compétences dans l'équipe et pouvoir y faire appel à un moment donné lorsqu'il y aura une fluctuation, c'est important aussi. Euh, voilà, c'est ce que j'avais envie de rajouter par rapport à ces trois principes de robustesse. top. Alors, ces trois Et du principes coup, de... je voulais juste tirer un peu sur le fil, Caroline, du coup, pour faire cet état des lieux de compétences, est-ce que, voilà, en termes d'approche, de méthode plus opérationnelle pour le coup, est-ce que tu as déjà tenté quelque chose ou vu quelque chose? Parce que le mapping est super grand, vaste et long à faire aussi, si on Oui, veut ça prend du temps en équipe. avoir. Alors, je vais pas rentrer dans les détails. Mais par exemple, tu peux interroger une équipe sur quelles sont les fluctuations que l'équipe pourrait vivre, hein, pas les fluctuations Oui, du style oui, mondial, tu leur mais des parles, quoi. Ouais, c'est fluctuations ça. internes. Mm. Et donc, à ce moment-là, se dire, tiens, voilà, c'est quoi les compétences qu'on a au sein de l'équipe? Est-ce qu'il y a des compétences qui nous manquent? Est-ce qu'il y a des ressources dont on aura besoin? C'est le fameux stock stratégique qu'on trouve dans le tronc d'un arbre, hein. Oui, C'est ça aussi on l'adaptabilité. la foudre et qui... oui. Mm. Ouais, donc voilà, mais c'est un travail qu'on fait en équipe. Ok, ok. Bon. Bien, bien. On va reprendre le fil hein, de Mhm. Oui, c'est notre ça. histoire. Et ces Oui. trois principes de robustesse que vous avez donc découverts et dont vous avez débattu, ils sont, on peut dire, ils sont au service de quoi? Dans nos sociétés humaines, ils pourraient être au service de quoi? Ben, d'une santé commune, qui est un concept central, je le disais en introduction, dans la robustesse. Et c'est quoi cette santé commune? C'est la résultante de trois santé, en fait. La santé des milieux naturels, qui est finalement la base de la vie, parce que si les milieux naturels sont dégradés, ou trop dégradée, eh bien, la santé sociale, qui est le deuxième niveau, donc la santé de nos sociétés, ben, ne peut plus être assurée. Et si la santé sociale n'est plus assurée, ben, la santé humaine, elle va trinquer aussi. On le voit avec les épidémies de burn-out aujourd'hui notamment. Donc, il y a vraiment cette espèce de pyramide de la santé qui dit, ben, le fait d'être dans la circularité, l'adaptabilité, la coopération, c'est au bénéfice de quoi? Eh bien, c'est l'amélioration et la régénération du vivant qui permet la santé sociale et la santé humaine. C'est bien dans ce sens-là qu'il faut le regarder et dans le monde robuste, c'est bien comme ça qu'on regarde les choses. Et cette santé ancrée dans le territoire. Ça veut dire que, je reviens sur la question des organisations, une organisation, une entreprise qui serait robuste à elle toute seule, ben, c'est même pas concevable. Elle ne peut se définir comme robuste ou se qualifier de robuste qu'à partir du moment où elle, je dirais, elle rayonne autour d'elle sur son territoire et que ses clients sont choisis en conséquence, ses fournisseurs, la société alentour et tout le territoire dans lequel elle évolue. Donc il y a une notion territoriale aussi de la robustesse et de la santé commune. Et il y a des tables rondes là-dessus, hein, donc c'est pas du tout quelque chose qui est, je dirais, qui vient de nulle part. Il y a eu encore à Lyon récemment une table ronde sur la santé commune pour habiter une ville robuste. Alors c'était Lyon, c'est peut-être pas par hasard, mais on commence à voir fleurir ce genre d'initiative un peu partout. Et donc ça nous amène à redéfinir le modèle ou à définir c'est quoi ce modèle de la santé commune. Le modèle actuel, ici, qui apparaît à gauche, ben, c'est un modèle dans lequel l'économie, c'est quelque part la contrainte d'entrée. Vous avez n'importe quel projet, n'importe quelle activité, si c'est pas rentable, on ne fait pas. Euh, alors c'est un modèle d'organisation qui est très performant, ça, il n'y a pas à discuter, mais qui est aussi très fragile. Euh, et dans ce modèle, la question qu'on se pose, c'est aussi le modèle du développement durable, hein, c'est finalement la question de l'impact de nos activités sur l'environnement. On dit, ben, on fait d'abord l'économie. Si l'économie va bien, ben, on fera du social, on s'intéressera et le social devrait aller bien. On voit que ce n'est pas nécessairement le cas. Et puis, s'il reste un petit peu de temps à la marge, on s'occupera de l'environnement. Euh, et donc, ça nous amène à nous poser cette question, tiens, mais finalement, faisons attention à l'impact de toutes nos activités sur l'environnement, parce que on a effectivement des externalités, il faut les chiffrer, il faut les maîtriser. Et bien, la proposition d'Olivier de la robustesse, c'est d'inverser ça. C'est de dire, en fait, c'est pas la bonne question. La bonne question, c'est quel est l'impact hein, de la nature menacée qui devient menaçante? Quel est l'impact de l'environnement sur nos activités? Parce que de plus en plus, c'est cette question-là qui se pose.
Quand vous pensez aux méga-feux, aux inondations, euh, à ce genre de perturbations fortes, c'est de ça qu'il est question. C'est comment ça vient de plus en plus impacter les activités. Et on inverse la pyramide en se disant, ben, dans le modèle de la santé commune, on commence par le soin au vivant, le soin et la régénération du vivant, et ça va permettre de faire société, et ça va permettre un lien social plus fort. C'est le monde des interactions, quelque part. Et l'économie dans cette approche-là devient bien sûr toujours importante, mais elle est un produit de sortie, n'est plus une contrainte d'entrée. Alors ça demande une certaine gymnastique, et je vous avoue que ce n'est pas nécessairement évident, mais c'est vers ça qu'on est appelé à aller. Donc c'est beaucoup d'inversion. Question là-dessus? Je peux évidemment pas développer, hein. Si vous voulez des développements plus longs, il faudra lire. Ok. On va continuer encore un petit peu. Et donc j'arrive à la troisième séquence de cette soirée, qui est comment et pourquoi accompagner le basculement. De quoi est-ce qu'on parle en fait? Euh, on voit qu'on est actuellement dans une société, en tout cas en Occident, de la performance, donc qui est basée sur l'efficience, l'efficacité, qui amène la compétition et ce désir d'optimisation constante, toujours optimisé. Mais au fur et à mesure que les fluctuations se font plus fortes, plus fréquentes, hein, je vous donne un chiffre, en France, l'intensité des tempêtes a été multipliée par 4,5 en l'espace de 20 ans, entre 2000 et 2020. Donc voilà, ça montre que les fluctuations sont là et sont là pour rester, hein. Ce n'est pas quelque chose qui va disparaître. Donc on évolue, ben oui, il y a beaucoup de gens qui parlent de sobriété, de décroissance, vers un monde avec peut-être plus de collaboration, d'adaptation, d'agilité. On continue à essayer de s'adapter. Il faut être résilient, c'est quelque chose qu'on entend beaucoup dans le langage managérial aujourd'hui. On pourrait se dire, ben, si on arrive là, c'est bien, on est bon, quoi. Ben non, parce que les fluctuations, elles vont pas s'arrêter en si bon chemin, et donc il y a encore une étape à franchir, c'est celle de la robustesse, où là, on est vraiment dans les trois principes que vous avez découverts juste avant, qui sont dans la circularité, la collaboration versus coopération, pas exactement la même chose, et l'adaptabilité plutôt que l'adaptation. Ça veut dire que dans ce monde-là, on renonce en fait à prétendre savoir vers où on va. Parce que le monde qui arrive, il est inconnu pour une grande partie. On n'a jamais vécu dans un monde à +2 ou +3 degrés, l'humain n'a jamais vécu. Et donc, on ne peut pas anticiper la manière dont on va devoir s'organiser euh, pour répondre à ça. Mais par contre, on peut faire en sorte de rester adaptable, de garder un maximum d'options ouvertes et de solutions. Et donc, on est face à ce que Olivier appelle une révolution culturelle. Et donc, ce basculement de la performance à la robustesse, et c'est pour ça que c'est intéressant pour les coachs, c'est pas tant une question au premier ordre technologique ou même économique, c'est une question culturelle. C'est quel est notre rapport à la performance et jusqu'à quel point on est, je dirais, capable d'en sortir et de regarder le monde autrement. Et là, on peut s'inspirer de quasi l'essentiel de la création et du vivant qui, sous nos yeux, nous montre comment on peut être robuste. Mais par contre, ça demande un changement de mindset qui est assez colossal, puisqu'on sort quasi de 10 000 ans d'un trajet de performance. Mais c'est bien de ça qu'il s'agit aujourd'hui. Et ce que Olivier dit et les travaux nous montrent, c'est qu'avec les fluctuations qui augmentent, on n'aura de toute façon pas le choix. Quelque part, ce ne sera pas un simple choix politique de dire bah, finalement on y va ou on n'y va pas. Non, on y va. On est déjà en train de basculer. La question, c'est comment on y va. Est-ce qu'on y va de façon consciente et concertée ou est-ce qu'on y va de manière subie et non préparée? Donc, beaucoup d'inversions. Et du coup, j'ai envie de vous proposer un troisième exercice pour ceux qui arrivent à lire le titre, qui est une inversion en tant que telle. Euh, Ce que je vais vous proposer, en fait, déjà, le sens de l'exercice, c'est quoi? C'est de se dire, on est dans un changement culturel, donc il y a à changer de regard. Pour cela, il y a une série de paradigmes qu'on a besoin d'inverser pour accompagner le basculement du système. Pour ceux qui font de la systémique, vous savez que le changement de paradigme, c'est un des leviers les plus importants en ordre pour modifier un système. Donc, pour faire changer un système, lorsqu'on change les paradigmes, ben, le système, il va changer aussi.
Et donc, c'est ça que je vais vous inviter à faire maintenant, en sous-groupe. Donc, ce sera de nouveau, je dirais, des salles de 4 personnes pendant 10 minutes. Vous allez avoir sous les yeux, ben, je peux déjà vous le montrer, vous allez avoir une liste de, d'inversions. En fait, vous allez avoir, je vais vous montrer. Euh, voilà. Euh, vous avez une colonne à gauche, une colonne à droite, et la question, ça va être en sous-groupe de faire des liens, de relier deux à deux ce qui constitue à vos yeux une inversion. D'accord? Et lorsque vous aurez fait ça, ben, lorsque vous les aurez associés deux à deux, de voir quelle inversion vous interpelle particulièrement. Est-ce qu'il y en a une qui vous parle, un peu comme avec les principes de robustesse, et quel lien vous faites éventuellement avec votre pratique. Ça va? Est-ce que c'est clair au niveau des consignes? Donc, vous aurez l'écran normalement dans les salles avec les différentes étiquettes, quelques minutes pour faire ça. Et puis, j'enverrai au fur et à mesure les bonnes réponses. L'idée n'est pas non plus de faire un quiz de 10 minutes pour que vous puissiez être sûr des réponses et commencer à échanger sur qu'est-ce qui vous parle. Ça va? Eh bien, on part pour 10 bonnes minutes en sous-groupe. Et je vais avancer ici. Pascal? Ah, Il est parti. non, je voulais. Attends, Ça fait beaucoup plus d'interactions entre nous pour résoudre nos problèmes. Donc, c'est un peu ce que le vivant nous montre, en fait. Quand il est face à une fluctuation ou face à un problème particulier, plutôt que d'aller taper dans le stock de ressources, eh bien, il multiplie les interactions, les liaisons, les échanges d'informations. Ça se voit beaucoup entre, par exemple, le système racinaire des arbres et tout le système, enfin, les mycorhizes autour, les champignons qui peuplent le sol et le sous-sol. Eh bien, tous ces organismes font beaucoup d'interactions entre elles. Et c'est un peu ça l'invitation à laquelle on est amené, c'est de se dire, ben, soyons plus en interaction les uns avec les autres, et générons un maximum d'interactions pour résoudre nos problèmes, plutôt que d'aller chercher chaque fois des ressources et épuiser ainsi le vivant. D'autres? Il y a des mains levées. Alors, Renaud, Ouais. Oui, moi, c'était plus une question un peu générale. En voyant ces deux couleurs, ces deux colonnes, je me demandais si avec cette approche, on n'est pas en train de créer des oppositions, en fait. Des dichotomies, des oppositions entre personnes, des oppositions entre concepts. Et est-ce qu'on n'est pas euh, dans le ou, alors que nous, on voudrait plutôt être dans le et. très bonne question. Merci de la poser. Donc, ce qu'Olivier dit, certainement aujourd'hui, vu qu'on est sur le plateau, il faut un pied dans les deux mondes. Donc, moi, je suis peut-être un petit peu caricatural ici et je m'en excuse, mais effectivement, l'idée, c'est de pratiquer l'inversion, mais on ne jette pas tout. Donc, c'est évident qu'il faut encore continuer à prévoir l'avenir et en même temps, il faut s'y préparer. Ce qu'il dit, c'est que si on reste uniquement dans la colonne de gauche, ben, à un moment, on va perdre pied complètement parce qu'on est en train de perdre le contrôle. Donc, on ne peut pas faire l'économie de la colonne de droite et de commencer à inverser certains paradigmes. Mais ça n'est pas présenté, en tout cas je ne souhaite pas le présenter, ni lui non plus, comme des oppositions, mais plutôt comme une évolution et un changement de regard, en sachant qu'on peut toujours revenir, on peut toujours continuer. Un peu de compétition, ben oui, c'est nécessaire, on en parlait tout à l'heure, continuer à utiliser de la matière pour gagner du temps, on va pas complètement arrêter. Mais il faut qu'on apprenne à réfléchir autrement, parce que si on reste que du côté gauche, un moment, ben, on n'aura plus les bons leviers. Vanessa? Oui, je voulais revenir sur justement maximiser l'extraction et maximiser les interactions et ce qu'on s'était dit dans notre sous-groupe par rapport à notre pratique de coach, c'est que de la même manière que de ne pas aller forcément lâcher prise sur le résultat, par exemple, quand on anime un coaching d'équipe, et se dire que le résultat qu'on doit avoir à la fin de la journée n'est peut-être pas l'essentiel du processus, mais peut-être plutôt justement de maximiser les interactions dans l'équipe pour générer, j'allais dire, un humus
c'est-à-dire des conditions favorables au développement de l'équipe. Peut-être une fois que nous, on sera partis dans l'accompagnement ou plus tard, mais pas forcément d'aller jusqu'au livrable ou d'aller jusqu'à l'objectif qu'on s'était fixé, mais de prioriser justement le fait de maximiser les interactions et en tout cas de ne pas essayer d'aller dans ce monde de la performance dans nos coachings. Tout à fait, je ne peux que partager ça. Lorsque nous, on travaille la coopération, ben, c'est un de nos enjeux, c'est de maximiser les interactions, qu'il y ait un maximum d'interactions entre les gens, qu'on change les géométries, on le fait dans CT aussi, le groupe, le sous-groupe, on fait varier les équipes pour générer ces interactions et générer l'intelligence collective qui va avec. Donc, on est effectivement déjà là-dedans. C'est parfois un peu militant face à nos donneurs d'ordre. On est d'accord. Carole, Oui, je voulais dire aussi que la révolution, elle est possible d'autant plus si on travaille localement au niveau d'un territoire. Dedans, du coup, on pourra maximiser les interactions et la coopération. Et c'est la coopération des organisations aussi entre elles qui va permettre de passer du milieu naturel dans lequel on vit à ensuite se préoccuper du social et de l'économie. Mais voilà, c'est difficile à faire quand on est international, à un niveau national ou international. oui, c'est juste, on voit que c'est beaucoup les entreprises plus locales qui basculent en premier, c'est correct. Thomas? Excusez-moi de vous interrompre. Est-ce que je suis la seule à entendre? Il y a un gros bruit de fond de souffle derrière. Je ne sais pas si ça vient de chez moi ou si c'est. Ah voilà. Ah ben voilà. Parfait. Thomas. Du coup, dans le groupe, on était plutôt d'accord avec ce changement de paradigme, ça faisait sens pour nous. Par contre, il y avait quand même un questionnement très fort, en tout cas de mon côté et je pense d'autres membres du groupe, sur comment en fait c'est accepté par les clients et les organisations. Qu'en fait, je dirais que sur le principe, il y a quand même, on est quand même dans une économie très court-termiste, où en fait le résultat on doit le faire dans l'année, et la robustesse c'est plus une vision d'un résultat durable. Et donc, comment en fait les organisations peuvent accepter en fait de passer de maximiser l'extraction à maximiser les interactions, par exemple. Oui. Parce qu'au final, le résultat à la fin de l'année, il va quand même avoir un léger ressenti du passage de la performance à la robustesse. Enfin, me semble-t-il. Oui, ben, c'est intéressant d'entendre aussi Caroline après, possiblement, mais je reviens un peu sur ce que je disais tout à l'heure. Donc, les dirigeants sont quand même sensibles à cette idée d'avoir un pied dans les deux mondes, de se dire, finalement, c'est un réflexe de bon père de famille, on ne met pas tous nos œufs dans le même panier. Et donc, au fur et à mesure que les fluctuations se font régulières, fortes, pressantes, ils se disent, ben, il faudrait quand même qu'on regarde autrement, parce qu'ils sentent aussi que, il y a un moment, ils arrivent à une certaine limite. Ça, c'est un point. Et l'autre, c'est que la robustesse, je le disais tout à l'heure, l'objectif derrière, pour peu qu'il y en ait un, c'est durer et transmettre. Et il y a quand même pas mal de dirigeants qui sont sensibles, alors peut-être plus dans des sociétés, effectivement, pas nécessairement familiales, mais des sociétés qui visent la pérennité, hein, pas dans des boîtes qui sont juste là pour quelques années, faire un maximum d'argent et puis disparaître, ça, on est d'accord. Mais dans ces sociétés-là, c'est un discours qui est devenu très audible. Et l'envie de décroître, ça, c'est pas quelque chose qui est en général très, très sexy, qui parle à beaucoup. Ça reste très minoritaire, mais l'envie de durer et transmettre, oui. Et là, la robustesse, en tant que méthode opérationnelle, eh bien, elle prend tout son sens. Peut-être Caroline, tu as quelque chose à ajouter? Mais ce que j'avais envie de dire, c'est que, et c'est vrai qu'on travaille toujours d'abord avec un comité de direction, et c'est Olivier Amand qui le dit lui-même, hein, vu qu'on est dans une réflexion, une révolution culturelle, il y a à désinhiber le collectif. Et donc, c'est par le codir que ça va bouger. Et il y a, alors, à travers le jeu, on peut amener le comité de direction à faire, enfin, à comprendre qu'il y a des inversions, de changements de paradigme, tout en gardant les deux pieds dans chacun des mondes. Et généralement, ce qu'on fait aussi, c'est amener un codir à poser une question. Quelle est la question à laquelle il veut répondre? Et on va questionner la question de manière à ce qu'à un moment, il va peut-être la formuler, mais avec une inversion du style. Tu peux avoir un client qui va te dire, ah oui, moi je veux donner le cap et je veux une vision à 5 ans.
eh bien, on ne peut plus prévoir l'avenir. Mais par contre, on va se dire, mais comment est-ce qu'on va se préparer et de quoi est-ce qu'on aura besoin? Et donc, on va le questionner, on va questionner ce comité de direction pour que il formule lui-même une question à laquelle il adhère. Je ne sais pas si je réponds à la question, mais quelque part, c'est à eux à s'approprier la révolution culturelle, y aller pas par pas. Est-ce que j'ai un peu répondu à la question? Oui, un peu. Mais j'avoue que j'ai hâte d'entendre s'il y a des exemples assez nombreux de gens qui ont un Oui. peu basculé entre les deux mondes, en fait. Ah ben, c'est une magnifique transition, Thomas, vers la suite, puisque c'est la suite de la présentation. Ce sont quelques exemples qui tentent à montrer que nous avons déjà basculé. Ouais, et il y avait encore une question de Marie, si je ne me trompe Ah pas, oui, oui. Non, moi, avant de c'était juste basculer. une observation, une réflexion que je me faisais en voyant ces inversions. C'est qu'en fait, on parle de système économique, mais en fait, on a des systèmes économiques. Et ce que je vois aussi au niveau des entreprises, il y a celles qui sont encore très branchées sur une très forte financiarisation de l'économie et d'autres qui sont plus dans une approche de l'économie, je dirais, classique, tu vois. Je pense que leur confrontation au principe de robustesse n'est pas le même. Parce que quand l'économie est complètement financiarisée, la seule chose qui compte, c'est le quick win. Le reste, on s'en fiche complètement. Alors qu'il y a aussi beaucoup d'entreprises qui sont effectivement sur cette notion de développement durable et donc qui sont, j'imagine, beaucoup plus ouvertes à ce principe de robustesse. Et donc c'est aussi intéressant, je me dis, en tant que nous, en tant qu'accompagnants, aussi vers quoi on porte nos regards, nos efforts, et aussi d'une certaine manière, c'est aussi choisir avec les pieds. C'est un peu comme les consommateurs. On a aussi ce pouvoir-là de choisir pour qui on travaille finalement. Qu'est-ce qu'on vient nourrir, qu'est-ce qu'on vient renforcer, tu vois, à quoi on dit oui, à quoi on dit non. Enfin, c'est une question que je me posais par rapport à l'accompagnement. Il y a aussi une question de choix, en fait. Oui, Quand on est dans une économie dominante, et à un moment donné, aussi, il faut prendre aussi, entre guillemets, assumer peut-être, tu vois, là où on veut mettre son énergie. oui, oui, absolument, absolument. Euh, je pourrais élaborer là-dessus, mais je pense qu'il est bientôt 9 heures. C'est bien qu'on continue, qu'on puisse aller au bout de la présentation. On pourra revenir là-dessus s'il y a une question qui se précise. Euh, donc, ben, dans le monde agricole, qui est quand même un monde qui est très exposé aux fluctuations, on a constaté en France que en l'espace d'une dizaine d'années, les surfaces de blé mélangées, donc plus hétérogènes, donc plus robustes, plus résistants aux maladies, aux pathogènes, au stress hydrique, elles sont passées globalement de 10 à 40%. Donc là, le monde agricole, pour partie, il a déjà basculé, il a déjà compris que faire la production la plus élevée avec une seule variété de blé, c'était très fragile. Parce que si une sécheresse particulière ou un pathogène, ben, c'est toute la récolte qui est perdue. Alors qu'en mélangeant les variétés, ben, la performance diminue, la production globale va légèrement diminuer, mais c'est beaucoup plus robuste et le sol se régénère aussi mieux et il y a plus d'échanges d'informations et de nutriments entre des variétés différentes. Donc ça, c'est un exemple. Alors un autre exemple, c'est ben, dans le monde du basculement où on passe un peu du tout jetable au tout réparable. Et là, je dirais, on constate que la plupart des organisations qui fabriquent des produits se posent aujourd'hui à minima la question de la réparation et de la réparabilité de ce qu'ils mettent sur le marché. Alors, ils ne sont pas tous au même niveau, mais on voit quand même fleurir des choses. Un peu, on est ici, les publicités, ben, c'était à, je sais plus, c'était à Paris ou sur le jeans produit complètement localement. Tous les composants sont produits en France. Enfin, j'en parle dans mon article. Et il est tout à fait enfin, réparable dans le sens où on peut le- comment, le rapiécer et on peut aussi, comment je vais dire, continuer à l'utiliser de manière, enfin, pendant une très longue période. Il y a par exemple l'exemple du téléphone Fairphone, hein, fabrication hollandaise, qui est un téléphone un peu plus robuste, un peu plus gros, un peu plus lourd, mais qui est réparable par ses utilisateurs. Ça demande un petit peu d'ingéniosité, ça c'est vrai, mais c'est possible. Voilà, il y a plein d'exemples comme ça. Ici, l'ADEME qui a lancé un défi pour des véhicules, ils appellent, je pense, intermédiaires, donc des véhicules qui permettent de circuler
dans des environnements un peu particuliers. Euh, voilà. Donc, et des véhicules qui sont légers, partageables et réparables, très faciles à réparer. À l'inverse des véhicules, bon, des gros véhicules, par exemple électriques, qu'on nous vend aujourd'hui, qui sont une réponse à un problème, mais qui ne sont pas du tout dans cette optique de réparabilité facile. Alors, qu'est-ce qu'il y a d'autre comme exemple que je peux vous montrer? Ben, au niveau des collectifs, hein, on passe de collectifs qui étaient, à l'époque, on disait collectifs efficients vers des collectifs adaptables. Je ne sais pas ceux qui connaissent éventuellement l'initiative Buurtzorg. Donc, c'est une initiative aux Pays-Bas. Ce sont des infirmiers à domicile, infirmiers et infirmières à domicile, qui se sont, il y a déjà une quinzaine d'années de cela, je pense, organisés en réseau, petites cellules d'une douzaine, et ils ont repris en main toutes leurs, je vais dire, toutes leurs tâches et toute leur planification. Elles sont passées dans un système qui est beaucoup plus horizontal et où elles ont abandonné les objectifs commerciaux de dire il faut faire autant de personnes, il faut faire autant de chiffres, pour aller vers nous voulons rendre l'autonomie aux gens que nous accompagnons. Et donc, c'est un changement de paradigme aussi. Et à travers ça, en fait, ils ont retrouvé du sens à leur travail. Ils ont fait faire des millions d'euros d'économies à la sécurité sociale hollandaise et ils ont créé une culture coopérative en réseau. C'est aussi des choses qu'on observe de plus en plus dans l'habitat participatif, qui est quelque chose qui, en tout cas en Belgique, je ne sais pas en France, mais je pense aussi, tend à se multiplier, et où on multiplie les interactions, on se met ensemble pour potentiellement répondre à des menaces ou faire face à des fluctuations. Hein, quand on parle par exemple de la sécurité, ben, l'habitat participatif, c'est un modèle aussi qui permet d'avoir une sécurité dynamique, puisqu'il y a toujours quelqu'un pour veiller sur les enfants, la maison n'est jamais complètement vide, donc c'est quelque chose de moins performant que les caméras qu'on place sur les murs, mais c'est quelque chose qui est en fait plus dans la robustesse. Donc, ce sont tous des exemples comme ça qui montrent qu'on a déjà fait des pas et qu'on est en train d'aller vers ça. Et ça génère aussi des modèles économiques qui sont différents, hein, c'est ce que je pense, Marie, tu disais tout à l'heure, et ça résulte effectivement d'un certain choix de décision. Qui dit, ben, nous, on préfère peut-être renoncer à un peu de confort et à un logement qui correspondrait exactement à ce qu'on veut, mais au bénéfice de plus d'échanges avec nos voisins et d'un mode de vie plus participatif, avec mutualisation de certains, comment je vais dire, de certains objets, la tondeuse, la perceuse, qu'on s'échange allègrement et qui permet de réduire aussi le coût. Et puis dans l'éducation, c'est évident que on passe. Alors ça sont des exemples, hein, vous l'avez vu dans les inversions, d'une école de la compétition qui génère quand même pas mal d'épuisement parmi les enseignants, mais peut-être aussi et aussi parmi les étudiants. On commence à voir ça aussi vers une école de la coopération. Où on est plutôt sur la robustesse des savoirs. Et la photo ici, c'est un exemple d'un projet qui a existé en France au milieu du XVIIIe siècle. Je pense que c'était vers 1747, quelque part. C'est un projet qui a été initié en Italie. Il n'y avait pas assez d'argent pour payer les professeurs et il y avait besoin d'avoir des gens un tout petit peu plus, on va dire, cultivés ou instruits pour pouvoir aller travailler dans les entreprises des grands patrons de l'époque. Et comme il n'y avait pas d'argent, ben, ils ont créé cette école mutuelle, ça s'appelait, dans laquelle il n'y avait que des élèves et ils étaient en classe mélangée, il n'y avait pas de professeur. Et ils apprenaient entre eux, en fait, et ça a généré en fait des savoirs beaucoup plus robustes. Et parce qu'ils avaient à la fois, ils allaient chercher l'information par eux-mêmes, et puis il y avait toujours un moment où chaque élève pouvait briller parce qu'il allait expliquer aux autres ce qu'il avait trouvé. Et ils se sont rendus compte à un certain moment que cette méthode marchait tellement bien que ces élèves-là étaient plus instruits, ou on va dire étaient plus armés, plus équipés que ceux qui étaient dans les écoles de bourgeois. Et donc, ils ont arrêté l'expérimentation parce qu'il y avait une forme de désacralisation du savoir. Et ça, ils n'en voulaient pas. Mais donc, c'est des choses qui ont existé et qui reviennent. Hein, si vous pensez à l'école du dehors, par exemple, on envoie aujourd'hui les élèves et les enfants dans les forêts pour faire cours, donc pour leur donner cours. Et donc, ils observent le vivant, ils prennent le temps d'observer la nature, de se replonger dans différentes ambiances, différents climats. Alors, on peut dire oui, c'est encore un peu marginal, c'est encore sous le radar. Il n'empêche que ça existe et que toutes ces initiatives sont à regarder
et avec les yeux peut-être de la robustesse. Donc oui, ça, c'est la version que vous avez vue tout à l'heure. On passe d'une idée, d'une logique d'accumulation de savoir à une logique de transmission de savoir par la rencontre et toujours la même chose, les interactions, la multiplication des interactions. Et donc, quelque part, on crée un nouveau rapport aux solutions. On passe d'un paradigme où on cherche la solution, c'est aussi très intéressant pour les coachs, à un paradigme où on cherche des conditions dans lesquelles la solution peut émerger. Et c'est bien ce qu'on fait avec nos clients. On ne cherche pas la solution pour eux, mais on cherche à créer les conditions euh, de sécurité intérieure, que sais-je, d'échange, d'inclusion qui vont permettre que la solution émerge. Et pareil quand on travaille avec les groupes. Donc on est vraiment là-dedans et ça, je trouve très encourageant pour le coup. Question là-dessus? Oui, Bernard, il y a une question sur justement l'école des savoirs. Donc, quelle robustesse des savoirs quand des étudiants vont sur ChatGPT qui fait à leur place? Oui, ben, c'est une excellente question, hein. C'est technologie qui, je pense, peut apporter beaucoup, mais apporte aussi beaucoup de menaces, et qui, si elle est mal utilisée, donc je parle de l'IA, ben, génère ça, c'est-à-dire peut entraîner une paresse intellectuelle, et quelque part, on délègue à une solution technique et distante nos capacités. On a vécu ça avec le GPS, on le vit avec le smartphone, je pense que l'IA va encore l'amplifier, donc je ne peux que dire oui, c'est le cas, mais on n'est pas condamné, c'est pas une fatalité. On peut choisir de l'utiliser autrement, de la réglementer, c'est ce que l'Europe, je pense, essaye de faire. Maintenant, il faut voir face à quoi on est, hein. Donc, mais je dirais que dans ce cadre-là, on n'est pas sorti de l'auberge. On peut faire le lien avec la santé commune aussi, hein. L'utilisation de l'AI avec la santé commune, l'impact sur les milieux naturels. Oui, oui, oui. Euh, L'IA est très consommatrice d'énergie, de ressources Mhm. en eau. Donc, à un moment, il va falloir quand même se poser la question de où est-ce qu'on met la priorité. Euh, et je ne suis pas sûr de la réponse, effectivement, mais on sera face à ce genre de choix. On est déjà face à ce genre de choix. Est-ce qu'il y avait d'autres questions, Caroline, dans le chat? Non, Ok. non. Il y avait des exemples euh, plutôt des exemples d'écoles où on pratique déjà la coopération sans professeur, etc. Mhm, mhm. Alors, pour aller un cran plus loin, parce que les principes de robustesse, ça reste assez conceptuel, on va descendre à un niveau logique inférieur, hein, c'est celui des stratégies. Qu'est-ce que le vivant met en place comme stratégie pour améliorer la robustesse du groupe? La robustesse, c'est aussi une notion éminemment collective. Ben, ce sont des stratégies d'inefficacité, d'hétérogénéité, d'acceptation et de jouer avec l'incertitude, de lenteur, de redondance, d'incohérence, d'inachèvement. Alors, vu comme ça, évidemment, ça peut faire peur. On dit, oulala, on va pas se lancer là-dedans. Et donc, c'est pour ça que c'est pas nécessairement quelque chose avec lequel nous, on vient quand on va accompagner un collectif, mais on a ça quelque part en arrière-fond de se dire, ben, tiens, est-ce qu'on peut retrouver quelques respirations dans cette équipe, quelques moments de lenteur où on s'autorise à ne pas être dans l'efficacité pure et dure? Est-ce qu'il y a de la diversité dans l'équipe? On en parlait tout à l'heure, la complémentarité des talents, la diversité, c'est de l'hétérogénéité. C'est une stratégie pour être plus robuste. On n'essaye pas d'avoir des gens qui ont tous les mêmes compétences dans l'équipe. Volontairement, on va prendre des profils qui sont diversifiés. La redondance, ben oui, là, je pense aussi que c'est des choses. J'ai un exemple d'équipe infirmière qui avait pris la décision entre l'équipe de nuit et l'équipe de jour de faire se chevaucher les horaires de manière à créer une certaine redondance et de faire en sorte que pendant une demi-heure, l'équipe de nuit était présente en même temps que l'équipe de jour. Et ben, du coup, ça, à nouveau, facilitait, multipliait les interactions et ça permettait de faire le rapport dans des bonnes conditions, de ne pas se croiser en vitesse de manière peut-être très efficace, mais très fragile, et de prendre le temps de se transférer les dossiers et de se dire les choses. Et c'était au prix d'une performance moindre, évidemment, de l'ensemble, puisqu'il y avait une forme de redondance. Donc c'est vers ça qu'on peut essayer par petites touches d'amener aussi, je pense, nos collectifs. Euh, et donc, c'est déjà un début de conclusion, mais c'est en fait un nouvel équilibre à trouver entre performance et robustesse. On n'est certainement pas en train de dire qu'il faut tout jeter, qu'il faut opposer les choses. Euh, il y a à rééquilibrer dans nos sociétés les deux notions. Donc,
diminuer notre performance au profit d'une plus grande robustesse. Parce qu'effectivement, on ne peut pas être à la fois très robuste et très performant. Ça, c'est physiquement pas possible. Donc, il y a des choix à faire. Oui, donc ça c'est comme quelque chose qu'à un moment il faut comprendre parce qu'on a souvent ce genre de demande, oui, mais est-ce que on peut améliorer notre robustesse et notre performance en même temps? On voudrait bien le beurre, l'argent du beurre et le sourire de la crémière, et donc hélas, ça n'est pas, enfin hélas ou pas, ça n'est pas nécessairement possible. Je continue. Je me suis amusé ici à prendre le modèle de la vision partagée de Lénart et dire, tiens, si on devait traduire ce, ce vocabulaire de la robustesse à partir des 6 niveaux logiques de la vision, donc des enjeux à l'action, la raison d'être dans une organisation robuste, ça pourrait être quoi? Ben, ça pourrait être de durer et transmettre. Ça pourrait être ça. Nous, on veut durer, on veut transmettre notre entreprise et on veut transmettre aussi tout ce que nous avons créé. L'ambition, ben, ça pourrait être régénérer le vivant. Ça, c'est notre ambition à moyen long terme, c'est qu'on veut participer à la régénération du vivant. Du coup, les valeurs qui en découlent, ben, ça peut être les valeurs de la santé commune. En fait, c'est alimenter la santé commune. Et comment est-ce qu'on traduit ça dans les principes de management? Ben, par la coopération, plus de circularité, de l'adaptabilité. Et quelles stratégies? Ben, les fameuses stratégies, les différentes stratégies que je viens de vous présenter, qui sont en fait toutes des stratégies de sous-optimalité. Ça, c'est important de comprendre, c'est dire que volontairement, l'organisation va décider en conscience de ne pas aller au max de l'optimisation, de rester en dessous de l'optimum dans certaines zones de son activité, de manière consciente et délibérée. Pourquoi? Pour élargir les marges de manœuvre et pour pouvoir traverser les fluctuations. C'est vraiment ça l'idée. C'est une sous-optimalité consciente et concertée. Alors les plans d'action, alors ça je ne vais pas pouvoir développer, mais nous proposons ça dans nos accompagnements dans les services avec Viavectis. Et ben, on fait en fait, comment est-ce qu'on peut tester tout ça? On fait des diagnostics déjà. On peut poser un diagnostic de robustesse, tout comme on peut poser un diagnostic de coopération. Enfin, des outils qui commencent à exister. Nous-mêmes, on en a développé. Et puis on fait les fameux tests de robustesse. Donc on commence par questionner la question, hein. Le client vient avec un questionnement. On va passer du temps sur la question pour voir est-ce que c'est la bonne question. Parce que nous, les ingénieurs, je m'inclus dedans vu que je suis ingénieur à la base, on est très bon pour apporter les meilleures réponses à des mauvaises questions, parfois. Et donc, ça vaut le coup de passer du temps sur la question, de dire, mais est-ce que c'est la bonne question? Et puis, quand ça c'est fait, on va commencer à regarder si le projet ou l'activité, dans quelle mesure elle nourrit la santé commune, donc les 3 santé. Et puis, si effectivement elle nourrit les écosystèmes, elle nourrit la santé sociale et la santé humaine, ben là, on va commencer à faire fluctuer l'environnement de manière artificielle. On va faire une grosse fluctuation. On va imaginer que le prix de l'électricité est multiplié par 3 ou par 4 en l'espace de 6 mois, ou que la Chine ferme ses frontières brutalement, ou que les droits de douane augmentent. Et puis, on va voir ce que ça donne. Et si l'activité ou le projet ne passe pas la rampe de cette fluctuation, ben, c'est qu'elle n'est pas assez robuste. Et on va boucler comme ça, aussi en spirale, et faire des tests de robustesse. Ça remplace les KPI en fait. On n'est plus dans des indicateurs de performance, on est dans du test de robustesse. C'est une inversion de plus. Ça va? Et puis je me suis amusé aussi à dire, tiens, mais si on regarde maintenant la robustesse dans une perspective identitaire, hein, puisque c'était quand même une formation très identitaire, il y a un modèle qui m'est venu tout de suite, c'est DRCR, donc déconstruire, réparer, construire, reconfigurer. C'est une des 10 stratégies de Lennart, hein, stratégie, je pense, comment est-ce qu'il l'appelle encore? Euh, je dis pas de conneries, ouais, je sais plus, de l'identité, je sais plus exactement le nom de la stratégie, mais en tout cas, c'en est une des 10. Alors, déconstruire dans la perspective de la robustesse, ça pourrait être quoi? Ben, c'est déconstruire notre rapport à la performance. C'est ce que vous avez peut-être commencé à faire au début de la séance en vous posant la question, mais pour moi, la performance, c'est quoi? Donc, il y a à déconstruire dans ce nouveau paradigme, déconstruire une croyance qu'on a qui est très répandue, qu'on est dans un monde stable et abondant en ressources et qu'il y en aura toujours. Euh, Pas nécessairement le cas, ça n'est pas le cas. Donc là, il y a de la déconstruction. Réparer, ben, c'est la zone 4 du modèle de tout à l'heure, c'est réparer notre relation et notre lien au vivant. C'est réapprendre à nous relier au vivant humain et non humain. Donc là, c'est du domaine de la réparation. Et puis, construire ce modèle inversé de la santé commune,
il est à construire ce modèle. Donc, désolé si vous étiez venu pour ça, mais on n'a pas de solution toute faite. On n'a pas un kit prêt à porter. C'est quelque chose que nous allons co-construire tous ensemble avec ceux qui sont, je dirais, dans ce mode-là. Et il y aura de plus en plus de personnes dans cette tendance-là, je pense. Et puis reconfigurer parce que il y a toutes ces inversions à pratiquer, à s'entraîner et constamment reconfigurer ou rééquilibrer le plateau entre la robustesse et la performance. Donc voilà, c'est un petit exercice que j'avais enfin, qui m'était venu en préparant le webinaire de ce soir et je trouve que c'était intéressant de vous le partager. Et j'ai quand même encore envie de vous dire aussi un mot sur le leadership, hein. Je crois qu'il y avait une question d'ailleurs tout à l'heure. Caroline m'en a dit un mot pendant que vous étiez en sous-groupe sur la question du leadership, ou en tout cas, ça avait en lien avec ça. Dans le monde de la performance, le décideur, c'est un meneur, c'est un donneur d'ordre, c'est le responsable, hein, c'est le donneur d'ordre du premier stade de développement euh, des groupes et des équipes. Et donc, c'est quelqu'un qui dit je veux et je sais comment faire. Et c'est très, très applicable quand on est dans un monde de la performance. Ça peut fonctionner comme ça. Euh, Quand on bascule vers la robustesse, ben, il y a aussi une forme d'inversion dans le leadership. Et le décideur devient plus un facilitateur. Il est plutôt dans une posture de facilitateur et donc aussi de porteur de sens qui dit, j'ai envie d'aller vers ça, mais je ne sais pas comment faire. Alors ça, bien sûr, c'est déjà faire preuve d'une certaine humilité, une vulnérabilité, on pourrait même dire, mais ça a pour effet de désinhiber le collectif. C'est ce que Caroline disait tout à l'heure. En, se- En étant dans cette posture-là où on donne à voir un monde qui donne envie et on dit à son collectif, mais je ne sais pas comment y aller, en tout cas, je ne sais pas comment y aller tout seul, ça va générer beaucoup d'énergie au sein du groupe pour se mettre ensemble, pour y arriver. Donc ça, c'est une inversion intéressante. Et bien sûr, toujours la question du curseur, il faut à certains moments pouvoir revenir. Lorsqu'on traverse une crise aiguë, le donneur d'ordre, il est bienvenu, hein. On n'est pas tout le temps dans la même posture. Ce qui est intéressant, c'est de pouvoir circuler. Question là-dessus, réaction? Il y a une question ici dans le chat qui est, est-ce que tu peux expliquer quand tu parlais de performance durable? Ah, dans l'article. Oui, dans l'article, j'ai parlé de ça, Ah, mais ok. c'est en fait une définition qui était donnée à l'époque dans le monde, je pense, des ingénieurs et de la cybernétique qui disaient la robustesse, ils la définissaient par la performance durable. Mais donc là, je répondais en fait à la question d'un peu l'historique et du courant de pensée dont ça vient. Ça n'est pas du tout la définition qu'on adopte aujourd'hui, mais c'était intéressant de voir à quel point le culte de la performance nous conditionne parce qu'on en était en train ça nous amenait à nous dire, ben en fait, la robustesse, c'est de la performance durable. Hmm, Un peu court, j'ai envie de dire. On constate d'accord. aujourd'hui que ce n'est pas le cas, mais c'était ça. Elle avait une autre question sur le principe d'incohérence. Qu'est-ce que c'est? Alors, principe d'incohérence. C'est dans la stratégie de la Oui, nature. oui, c'est une des stratégies. Ben, l'incohérence, oui, je peux en dire un mot. Je pourrais même arrêter peut-être le partage là, du coup. Euh, Incohérence, c'est par exemple, je prends un système tout simple, ABC. A, il va stimuler B, il va faire en sorte que B soit plus actif, et il va en même temps inhiber C. Et B, il stimule C. Donc c'est simplement pour dire qu'il y a une incohérence dans les systèmes, c'est-à-dire que nos- déjà notre système humain, c'est comme si on avait en fait le pied à la fois sur le frein et sur l'accélérateur. Et donc ça, on retrouve partout ces boucles d'incohérence dans le monde vivant. Je ne peux pas expliciter beaucoup là-dessus maintenant, mais c'est comme ça que quand on observe le vivant d'un point de vue enfin, biologique, que ce soit au microscope, dans le monde de l'infiniment petit, ou bien même dans des systèmes plus grands, eh bien, on est dans cette incohérence-là. Et le fait d'être à la fois en train d'inhiber quelque chose et de le stimuler, ça permet au système d'osciller. Et ça évite au système de partir en exponentiel, ce qui est le cas dans des environnements performants où on vise l'exponentiel. Avec l'IA, c'est vraiment ce qu'on voit. On n'est pas C'est très cohérent comme système. C'est très, très cohérent. Et donc, on est dans une accélération. D'ailleurs, tout le monde le ressent. Et on va vers l'exponentiel. Et le bout de l'exponentiel, c'est quoi? C'est l'effondrement.
Et ça, c'est brutal. Et là, il faut tout recommencer et il y a beaucoup de casse. Alors que dans le vivant, le principe d'incohérence permet d'osciller et donc de rester entre les marges de ce qui est, on pourrait dire, ceux qui connaissent le système du donut, entre le plancher social et le plafond environnemental, et de d'osciller dans cette zone viable. J'espère avoir un peu répondu. Et alors, il y a encore une question plus pratique sur le terrain. Comment peut-on appliquer votre vision et vos postulats à une entreprise qui se base sur un marché international et où la compétitivité, la performance et la rentabilité sont des enjeux de survie? Oui, eh bien, si je voulais faire une réponse de Normand, je dirais qu'on ne peut pas pour l'instant, parce qu'effectivement, il y a des choix à faire et il y a un moment à quitter des yeux le tableau des résultats trimestriels. La bonne nouvelle, c'est que en systémique, on le voit, un système change toujours par ses marges. Il ne se transforme pas par son centre. Or, ces organisations-là, sauf erreur, on parle du centre. Et donc, c'est pas là que le changement va s'opérer en premier, et d'ailleurs, c'est pas là qu'on le voit apparaître. Parce que là, il y a encore un matelas de protection qui permet de se protéger des fluctuations et de continuer à se raconter la même histoire d'abondance de ressources et qu'il y en aura toujours. Par contre, aux marges du système, les agriculteurs, les entreprises à finalité sociale, mais pas que, les enseignants, les écoles, tous les gens qui sont en fait aux premières loges des fluctuations, eux, ils sont en train de basculer. Et à un moment, ce centre, qui aujourd'hui semble indestructible, ben, il va se ringardiser. Et quand Olivier parle de ringardiser la performance, c'est de ça qu'il parle en fait. Ce centre va finalement devenir de plus en plus étroit et les marges sont en train de s'épaissir. Et donc, comme tout bon système, à un certain moment, le centre va basculer. Mais vous avez raison que on ne doit pas, enfin, je pense que s'attaquer au cœur du système et essayer de faire changer les choses là, c'est une perte d'énergie. Euh, il restait une question, Caroline, ou on passe à la déclusion? Il n'y a pas d'autres questions, pas que je sache. Il y en a une qui m'échappe, alors il faut lever la main, mais j'ai pas d'autres questions. Eh bien, alors je vais vous proposer un temps de déclusion. Tout le monde n'aura pas l'occasion de se parler, de s'exprimer, mais vous pouvez mettre dans le chat et puis on va quand même prendre quelques partages, je trouve, vocal, c'est quand même plus sympa qu'un chat. C'est moins efficace, mais c'est plus robuste. Une sensation, quelque chose que vous gardez peut-être pour votre pratique et une question avec laquelle vous repartez. C'est important de repartir avec des questions, hein, plus qu'avec des réponses. Donc, le, le, le micro vous est ouvert. Moi, je veux bien. J'aime bien, je retiens questionner la question. Ça va me rester, ça. Cool. Hein, c'est ce qu'Einstein disait, hein, si j'ai 60 minutes pour résoudre un problème, Einstein il disait je vais passer 55 minutes sur la question et 5 Mm. minutes sur la solution. Ah ouais, donc on est là-dedans, quoi. Qui d'autre? Ouais, je veux bien. J'ai envie d'exprimer une phrase que j'avais entendue aussi d'Olivier Hamon, que de tendre vers ça, finalement, c'est bien plus joyeux. Et c'est vraiment ce que j'ai envie, moi, de cultiver. Et c'est ce qui a redonné du sens, en tout cas, dans nos pratiques et d'avoir un chemin vers lequel on peut tendre et qui est vertueux. Donc, c'est plutôt joyeux. Voilà, je terminerai là-dessus. Merci. Moi, je voudrais prendre un temps avec toi pour parler de l'agilité des organisations, Bernard, parce qu'on n'a pas tout à fait la même définition. Pas ce Et, soir, j'espère, Damien. non, non, pas ce soir. Ok, d'accord, Rassure-toi. d'accord. On prend rendez-vous, c'est Ouais, on noté, prend rendez-vous. autour d'une bonne bière. Ah, avec plaisir. Non, non, mais c'était très Ok, chouette sinon. Et je pars quand même avec l'envie de creuser dans notre pratique de coach. Oui, quand même, il y a pas mal de choses qui méritent qui peut être une bonne posture, quoi. Et j'ai bien aimé ça. top. Merci à toi. Qui Moi, je veux bien d'autre? aussi partager. Ce que je garde, c'est de l'espoir de ceci. Et une question avec laquelle je repars, c'est ce que je posais tout à l'heure, la question de la circularité. Voilà, c'est quelque chose qui va un petit peu m'occuper parce que je trouve que c'est un peu le parent pauvre
Et donc, ça m'intéresse de me poser de me pencher là-dessus. Merci. Moi, je pars avec un nouveau curseur. On parlait du curseur, enfin, ACT du curseur contrôle confiance, mais d'avoir ce curseur aussi performance robustesse. Et, et avec toutes les solutions qu'on peut, enfin toutes les solutions, toutes les propositions qu'on peut travailler avec les équipes sur comment travailler sur la cohésion et donc voilà comment trouver des méthodes où on perd du temps effectivement à se parler, à se connaître, etc., que ça fait bouger le curseur vers la robustesse plus que vers la performance immédiate. Voilà. Donc un curseur court terme, long terme, et puis aussi sur la robustesse de l'entreprise, ne serait-ce que par rapport à la robustesse des humains qui la composent. Merci. Pour ma part, je dirais rassurant, tout simplement parce que ça conforte ma ligne de vie par rapport à mon métier qui est d'aller sur l'excellence opérationnelle et relationnelle. Et quand on a tendance à regarder les processus, à améliorer sans intégrer l'humain ou les contraintes qu'on peut avoir, on oublie une grande partie de tout ce qu'on peut apporter à soi et aux autres. Voilà. Donc c'est top. Merci. Quelqu'un souhaite encore partager quelque chose? Oui, moi je veux bien. Je pars avec la révolution culturelle qu'impose tout ça, de la performance à la résilience, à la robustesse. On ne prétend plus savoir où on va. Encore une personne ou deux? Moi, ce que j'ai en tout cas envie de vous partager là, puisque peut-être Philippe, Philippe. tu avais levé ta main, c'est ça? Mets ton micro, Philippe, parce qu'on ne t'entend pas. Pardon. Moi, je repars avec le plaisir d'avoir expérimenté une soirée autour de la robustesse, même dans sa forme, parce que je trouve on a pris le temps voilà, d'explorer en fait ce sujet qui est très très vaste et vraiment un grand merci pour la qualité, voilà, de l'intervention, de l'organisation de la soirée. Merci Hélène aussi pour tout ça, quoi. Voilà, je pars avec ça avec beaucoup de plaisir. Merci Philippe. J'ai quand même envie de dire un petit mot aussi. Moi, j'ai beaucoup de gratitude parce que, alors, je suis déjà dans le sujet depuis quelques temps, mais c'est quand même la première fois que je fais un webinaire de cet ordre-là, aussi long. Donc, c'était un challenge aussi pour moi. J'ai essayé de ne pas en faire une performance, de ne pas rentrer dans un processus de vous convaincre ou quoi que ce soit, mais plutôt de partager un peu mon expérience. Donc, j'espère que c'est passé. Et je ne sais pas si j'aurais accepté de faire ça dans un autre environnement que celui de CT pour une première fois, parce que je trouve avec vous toute la bienveillance et l'exigence dans les questions qui font aussi la richesse de notre culture et qui m'ont fait accepter cette demande sans hésiter en me disant, ça va être une expérience, il y aura des essais, des erreurs, et puis ça sera intéressant de voir ce qu'il en sort. Et donc, je vous remercie beaucoup pour votre assiduité ce soir et la pertinence de vos questions. Moi, je vais te dire merci Bernard, hein, parce que là, je voudrais vraiment te remercier parce que l'article était déjà un super boulot. Là, je trouve que c'est génial et peut-être qu'il y aura une suite, je crois, peut-être dans cette histoire. On sera peut-être présent à l'université CT à Paris le vendredi 16 janvier, peut-être. C'est un scoop pour ceux qui sont là. Et là, nous serons en force pour vous faire vivre un atelier un peu plus long. Voilà. Si ça se Et tu sais ce concrétise. que tu dis, expérience, je ne sais pas ce que tu as dit là, eh ben, ça me fait penser aux vertus de l'échec de notre cher ami
Charles Pépin. Alors, c'est un autre registre. Là, on est dans la philosophie et tout, mais c'est tellement adapté à notre monde, à ces changements de regard qu'il faut que l'on fasse. Voilà. Donc, performance, robustesse, échec et vertueux, quoi. C'est quoi ce regard qu'on met toujours sur l'échec qui ne mène à rien? Oui, Parce et que Charles maintenant, Pépin tu sais, sera, je pense, l'invité oui, d'honneur de c'est l'invité l'université d'honneur. CT. Donc, comme ça, on Oui, fait le lien. Mais on va pas ah rentrer oui, là-dedans oui, c'est ça maintenant, que hein. je. Non, mais je voulais dire juste. Mais je l'ai dit au début, donc voilà. Puis l'emailing est parti. Je ne sais pas si certains l'ont lu. Voilà. On verra ça, Hélène. Merci, En tout merci cas, on vous beaucoup. remercie d'être Merci resté. beaucoup. On vous enverra plus d'informations par mail. En tout cas, ma présentation, vous l'aurez. Et Oui, puis, on vous souhaite un bon chemin dans la robustesse et restons en lien surtout. exactement. Merci beaucoup, Hugo. Merci. Au Bonne revoir, fin de bonne soirée à journée. chacun. Merci. Au revoir. Au revoir.